est 20h30 les amis, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Maintenant vous le savez, c'est votre rendez-vous week-end avec cette grille transformée, le stream spécial sport comme tous les week-ends. Vos balises, vos 4 balises du samedi avec roue libre, c'était à 16h30 bien évidemment. Le récap qui vient de se terminer à l'instant et on ouvre ce Ruiz Club avant de passer la main à tous les copains de la libre antenne de NBA aux alentours de 22h30. Ils sont très chauds une nouvelle fois ce soir. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses au programme. On va bien évidemment parler de la prolongation de contrat de Neymar en faveur du Paris Saint-Germain. On va parler de Flo Thauvin qui prend la direction du Mexique et on va aller un peu partout en Europe prendre le pouls de l'actualité football. Avec moi sur le plateau, toute l'équipe de First Team, bien évidemment. J'ai mis à ma gauche, c'est pas parce qu'il s'appelle Dupont, Duval ou autre, mais il s'appelle Ruiz. Monsieur Joseph est avec nous. Salut Joseph. Salut Alexandre. Comment ça va? On m'avait pas dit que j'avais un cousin dans la bande. Ouais, effectivement. Bon, il n'y a pas de lien de parentalité ou alors je suis pas au courant. Alors mais... explique-moi, parce que ton arrière-grand-mère du coup, hein. Ouais, c'est ça. J'ai de la famille lointaine qui est espagnole, mais après le lien de filiation par le nom de famille s'est fait lentement, mais toujours existant. Mais c'est vrai que là, ça date d'il y a quand même un moment. Mais de Valence. Après, j'ai vu Joseph parler espagnol cet après-midi, c'était pas mal. Hein. C'est vrai. Comme tu portes ce patronyme, quand tu veux, tu fais ce que tu veux. D'accord? Quand tu veux parler, quand tu veux sortir, quand tu veux. Faut pas lui dire ça. Faut pas lui dire ça. Il y a Manu et Robin qui ont peur parce qu'ils ont peur qu'on arrive et que plein de Ruiz arrivent et qu'on colonise le plateau. Ils ont peur pour leur place, Alexandre. Avec nous également à gauche, monsieur Manu Ruiz. Manu, voilà, comment ça va? Ça va, super Alex. Envie de vous retrouver les amis. C'est que des Ruiz. Il n'y a que des Ruiz dans cette émission, que les pistonnés. Ouais. Ça va? Super impeccable. Ouais, bon week-end, on est bien, super impeccable. Monsieur Robin est là, ça va Robin? Ça va super, heureusement que tu m'as donné le sommaire parce que sinon avec Joseph en face, je croyais qu'on parlait vélo. On m'a dit que tu étais venu avec ton garde du corps aujourd'hui. Ouais, tout à fait, exactement. Hein? Elle surveille tout depuis la salle des machines. Elle est là, on la salue, elle est à distance. Peut-être que Milly viendra tout à l'heure sur le plateau parce qu'elle parle espagnol, peut-être lui donner quelques cours à Joseph. Ok, la salle des machines, bien évidemment, pleine à craquer. Prête pour ce grand show ce soir avec Nico, avec Rémi, avec Alix, avec Thomas et Alex qui se balade également. Pour commencer, ouvrir ce samedi, on va faire ce qu'on appelle en Espagne la ronda, le tour des stades avec monsieur Tom qui est là ce soir. Tom, comment ça va? Ah bah ça va trop bien avec cette musique, attends, mais c'est lourd ça. Je t'ai mis une petite musique d'ambiance. Attends, mais c'est trop bien. Ah ouais, je suis prêt à donner tous les résultats. Les 4-5 gros résultats de la journée. Tom a commencé. Tu m'as dit on est obligé de commencer par ça, par l'Olympique lyonnais. C'est la bataille, on le sait, pour les places, notamment pour la Ligue des Champions. Lyon qui s'est largement imposé aujourd'hui. Ouais, Lyon qui s'est imposé 4 buts à 1. Ils ont marqué les 4 buts en deuxième mi-temps. Un doublé de Bruno Guimarães, un but de Aouar, un but de Paqueta qui leur permet de prendre provisoirement la 3e place à Monaco qui joue demain à Reims. Lille toujours en tête avec les 79 points. Le Paris Saint-Germain 75 points. Effectivement, Lyon qui prend cette 3e place avec 73 points devant Monaco 71 et l'Olympique de Marseille 56. Le carton plein de la journée, il est pour le Bayern Munich qui a commencé ce match en étant déjà champion. Ouais, ils étaient déjà champions puisque Dortmund avait gagné contre Leipzig qui est 2e, donc le Bayern était champion, mais ils ont quand même voulu terminer le travail. 6-0, voilà un score qu'on voit souvent en Bundesliga, un triplé de Robert Lewandowski, un but de Müller, de Coman et un dernier de Leroy Sané. Ça nous fait le Bayern Munich avec 74 points, Leipzig 64, position 3 Wolfsburg 60 et pour l'instant Ligue des Champions le Borussia Dortmund avec 58 points. On file en Italie maintenant, il y avait des matchs importants pour les places européennes. Et puis, bien évidemment, on célébrait le titre pour l'Inter, le 19e Scudetto pour l'Inter Milan avec Conte. C'était face à la Samp. C'est ça, Tom, hein? Ouais, c'était face à la Samp et eux aussi ont bien célébré 5-1, un doublé de Sanchez, un but de Cagliardini, un but de Pinamonti et un but de Martinez. L'Inter qui célèbre comme il faut le Scudetto. L'Inter donc en tête et donc vainqueur de cette série avec 85 points devant le Napoli. 70 points, Atalanta 69 et Juve 69. Demain on a un match de fou furieux entre la Juve et l'AC Milan, on y reviendra. Mais donc le Napoli 2e. Naples qui se déplaçait sur la pelouse de la Spezia. Ouais, ils allaient chez le promu, la Spezia, et c'est Osimhen qui a mis un doublé. Ils se sont imposés 4-1 avec, donc je le disais, un doublé d'Osimhen, un but aussi de Lozano à noter. Il faut une très belle opération puisqu'ils prennent provisoirement la 2e place de la Serie A, tu l'as dit.
rien n'est joué en Italie. Pour terminer, Tom, il y a un match qui vient de se terminer. C'était ultra chaud, c'était bouillant parce que c'était la répétition peut-être de la grande finale de la Ligue des Champions le 29 mai prochain entre Manchester City et Chelsea. Ça s'est joué dans les ultimes secondes. Et oui, une finale de Ligue des Champions avant l'heure, tu l'as dit. Un but pour commencer de Raheem Sterling. Il n'avait pas marqué depuis février en Première Ligue. Mais finalement, Ziyech égalise pour Chelsea. Et en toute fin de match, c'est Marco Alonso qui vient gagner sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Chelsea qui a gagné les 2 derniers matchs contre Manchester City. Ils ont l'avantage mental. On suivra la Première Ligue ce soir parce qu'il y a un match à 21h15. Il y a Liverpool qui joue. Tom aura un œil bien évidemment pour nous tenir informés de ces différents résultats. Votre avis tout d'abord là messieurs sur... On est à quelques jours de cette grande finale de Ligue des Champions avant de revenir sur les informations sur les clubs français. Bon, ça sent la poudre. Est-ce que vous y avez vu là une répétition et le fait de voir une nouvelle fois Thomas Tuchel prendre la main là sur Pep Guardiola, est-ce que ça vous annonce une grande finale ça ? Ça annonce forcément une grande finale, mais sur le rapport de force entre les deux, je pense que rien n'est fait encore parce que Guardiola, on l'a vu contre Paris notamment, il y a une équipe à City qui est monstrueuse, un effectif qui est monstrueux et tu peux pas savoir aujourd'hui s'il alignera le même 11 à la finale de la Ligue des Champions. Il a tellement d'options différentes qu'il peut tellement surprendre que franchement Tuchel ne sait pas à quoi s'attendre alors que du côté de Chelsea, même si on a quand même un gros effectif, on a un peu plus de certitude sur l'équipe type, donc un peu moins de surprise à assurer, à contrecarrer pour Guardiola. Quand j'étais petit, on disait que les Anglais boudaient l'Europe. C'est plus vraiment le cas, hein, au vu notamment de cette finale et de cette affiche. Ce qu'il faut dire, on va revenir sur ce que tu as dit, Robin, c'est-à-dire que grosso modo, c'est vrai que l'équipe qu'a mis Guardiola aujourd'hui, il a beaucoup fait tourner. J'ai du mal à croire, en tout cas, qu'on retrouve le même 11 de départ pour la finale de la Ligue des Champions. Ouais, il y avait ça, effectivement, les 11 qui étaient très différents et qui donc, notamment du côté de City, ont mis un peu à mal voilà, la qualité du jeu des Citizens. Donc forcément, j'ose espérer que ça n'annonce pas, on n'aura pas cette qualité de match-là, en tout cas pour la finale, et que ça va monter d'un cran, mais j'en suis sûr et certain du côté de Guardiola qu'il y aura une autre équipe, et voilà, une autre équipe, globalement. Regardez cette information-là qui est tombée durant ces dernières heures. Ça, c'est les unes de la presse anglaise de ces dernières heures, avec, regardez, le Sun et le Mirror. Qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit ici à droite Pep Guardiola et Thomas Tuchel, les 2 entraîneurs donc finalistes, avec ce broken English ici, parce qu'on est en train de casser la route des supporters anglais qui comptaient se rendre à Istanbul, qui sera le siège de cette grande finale, et en raison des conditions sanitaires Covid, les supporters pourraient être bloqué, c'est l'une des premières choses. Et la deuxième, c'est que le rapatriement derrière ferait des mises en quarantaine, et notamment des joueurs des 2 clubs. Il y a l'Euro qui arrive et autres. Imaginez le bazar complet qui est en train de se passer. Alors, réaction du coup du gouvernement anglais. Voilà pourquoi on nous montre Boris Johnson, le Premier ministre anglais, parce qu'il y a eu cette réaction. L'Angleterre, tout simplement, propose à l'UEFA d'accueillir cette finale de la Ligue des Champions, qui est donc 100% anglaise. Je vous propose d'écouter d'ailleurs le ministre des Transports britannique qui fait tout simplement une révélation forte. On veut cette finale de Ligue des Champions. Écoutez-le. I'm afraid we are having to put Turkey on the red list, and this will have a number of ramifications. First of all, it does mean, I'm afraid, with regard to the Champions League, that fans should not travel to Turkey. The FA, I can tell you, are in discussions with UEFA already on this. We are very open to hosting the final, but it is ultimately a decision for UEFA. Of course, it's worth mentioning the UK's already got a successful track record of football matches with spectators, so we're well placed to do it. And I have spoken to the Secretary of State for Culture, Media and Sport this afternoon about this. So we're very open to it. It is actually in the end a decision for UEFA to make, but given that there are 2 English clubs in that final, we look forward to hearing what they have to say. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, les gars? Est-ce que vous pensez qu'elle est bonne pour le foot? Est-ce que vous pensez qu'elle est bonne pour l'UEFA? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est bonne déjà pour les Anglais, si elle est rapatriée effectivement officiellement en Angleterre. Moi, je trouve que le gouvernement a raison de faire pression. Quand tu as une affiche entre Anglais, tu as envie que ça se passe sur ton territoire. D'autant plus que voilà, potentiellement, il pourrait y avoir des spectateurs dans une enceinte. En plus, il y a 72 stades. Donc même s'il y a d'autres événements, il y a une possibilité à Londres d'avoir un stade où ça peut se jouer. Ce serait triste pour la Turquie parce que ça ferait la 2e fois de suite qu'ils n'auraient pas la finale, mais ça se comprend tout à fait logiquement, sportivement et sanitairement parlant aussi.
Ce serait une décision logique. Le lobbying, en tout cas fait par le gouvernement britannique, est absolument logique. Et en effet, ils sont très bons pour ça. Et ça ne nous étonne absolument pas. La vraie question, c'est on la joue dans quelle ville maintenant, cette finale? Parce que, alors, tu as dit 72 stades, il y en a 52 à peu près du côté de Londres. J'ai voulu forcer, j'étais pas loin au final. Donc voilà, c'est la seule question. Mais oui, en effet, ça aurait du sens. Ça enverra en tout cas un message, je pense, positif aussi au vu de la période qu'on est en train de vivre. Ouais, après, tu peux trouver une ville qui est à peu près entre les deux. Si tu vas à Birmingham du côté d'Aston Villa, ça avantage peut-être plus Manchester quand même, mais dans tous les cas, ça fait un déplacement pour les deux équipes. Et surtout, je pense qu'au-delà du lobbying, les Anglais, ils n'ont pas beaucoup d'argent à gagner là-dedans non plus, puisque le stade, il sera pas plein. Je pense pas que ce soit une question vraiment de gros sous et que les Anglais y aient vu une opportunité de faire un peu plus d'argent. Je pense que c'est vraiment du bon sens de se dire qu'on va pas faire voyager des milliers de personnes. Et surtout que j'ai vu apparemment, si j'ai les bonnes infos, que les supporters qui iraient en Turquie, ensuite la quarantaine à leur retour, ce serait à leurs frais, à devoir sortir les billets. Donc tu mets personne dans les bonnes conditions, en tout cas au niveau des supporters, pour à la fois aller en Turquie, revenir en Angleterre. Donc ça paraît du bon sens de la jouer à domicile, entre guillemets. Après, c'était pas une surprise puisque l'Angleterre avait également été postulant à l'organisation de l'Euro en raison là aussi des conditions sanitaires, puisque les infrastructures sont là pour permettre pourquoi pas faire de Londres cette capitale européenne et tout organiser à Londres. Il y a assez d'infrastructures sportives pour satisfaire les demandes de l'UEFA. D'ailleurs, quel regard vous aviez là-dessus? Vous étiez partisan de ça? De faire l'Euro à Londres, du 100% sur le... 100%, ouais, moi j'aime bien. Moi je trouvais ça pas mal. J'aimais pas l'idée d'avoir l'Euro réparti dans autant de pays, même si ça permettait de mettre en avant certains petits pays, entre guillemets, qui ne pouvaient pas accueillir tout seul une grande compétition. Je trouve que ça dénature le côté rassemblement qu'il y a sur une grosse compète comme ça, où normalement tout se passe plus ou moins au même endroit, même si des fois c'est des grands pays ou à la limite 2 pays ensemble, mais le fait d'avoir 8 pays comme ça, ou je sais plus c'était 8 ou 12, ça dispatchait complètement. Et puis même en tant que supporter, moi j'avais voulu prendre des billets pour voir les matchs de l'équipe de France. Tu sais pas où tu vas aller en fait. Tu prends un billet pour aller au stade à Madrid et en fait tu sais pas si le quart de finale de la France potentiellement il se jouera pas à Dublin. Donc ça n'a rien à voir et tu sais pas absolument pas ce que tu vas voir comme match. Dites-nous ce que vous en pensez là sur le chat, les amis. Il y a pas mal de partisans de voir cette finale absolument se jouer à Istanbul. C'est vrai que ça a été déjà manqué à une reprise. On sait que la ferveur turque était énorme autour du foot. Ça, il faut un stade plein aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a on a mis un petit sondage, Alex, et à 73%, les gens veulent voir la finale en Angleterre, donc les gens sont plutôt chauds de voir ça du côté de Wembley même. T'hésites pas d'ailleurs, Tom, lance des petits sondages. Ouais, j'en mets plein. Mais mets-en sur le chat pour qu'on puisse alimenter. N'hésitez pas également à communiquer via les réseaux sociaux. On est branché là sur Twitter. Je regarde, il y a pas mal de messages déjà qui sont en train d'arriver, donc je ferai état de vos pensées sur ces différents thèmes. Nico Cardel qui est avec nous à la réalisation. Nico, tu m'interpelles lorsque Albert Masnou, notre ami catalan, est avec nous, hein? Bouge pas. Si je reste encore sur cette actualité-là, avec ce match de finale de Ligue des Champions, Tom disait qu'il y avait une position de favori aujourd'hui plutôt pour Chelsea. Ouais, c'est très serré, c'est à 52%, mais bon, le match d'aujourd'hui fait pencher un peu la balance. Oula. Si on reste effectivement sur cet aspect uniquement sportif, là, très sincèrement, qui vous voyez remporter cette finale de Ligue des Champions? Moi, je vois City quand même. City. Malgré le match aujourd'hui. City de la même manière. City aussi, ouais, je suis assez étonné du... C'est vrai? Ouais, moi je vois Après, tu voyais le Real la semaine dernière, donc... Et c'est pour ça qu'on voit City d'ailleurs. Alors pourquoi City, dites-moi? Moi, je pense qu'il y a plus de certitude du côté de City. Même si Tuchel fait du super travail à Chelsea, c'est tellement récent et tellement de joueurs aussi qui ne sont pas programmés, je pense, pour jouer un tel événement. Alors même si voilà, tu n'auras pas un stade plein, peut-être que tu ressentiras moins la pression d'une finale de Ligue des Champions. Je pense qu'à City, ils travaillent sur ça avec un groupe conséquent depuis l'arrivée de Guardiola, depuis 2016 ou 2017, j'ai oublié. Donc voilà, ils sont programmés pour gagner la Ligue des Champions. Cette fois, ils sont enfin en finale. Et je pense que ça ne peut pas trop leur échapper, surtout face à une équipe de City qui connaissent quand même bien. Tactiquement, Guardiola, je pense, trouvera la faille. Magnifique, merci Nico, on ira le voir dans quelques instants. On continue le tour de table. Ouais, exactement, je pense que cette équipe elle arrive à maturité, il lui manquait des pièces maîtresses dans son dispositif. Ils ont très bien travaillé l'été dernier justement pour combler tous ces manques. Aujourd'hui elle est arrivée à maturité et surtout, moi je trouve que Chelsea, alors ça va être un peu dur ce que je veux dire parce que Chelsea est très méritant sur ces demi-finales, mais je vois beaucoup plus la défaite du Real Madrid que la victoire de Chelsea et notamment la défaite tactique sur le match retour de Zinedine Zidane. Tu veux m'enfoncer toi? Tu veux m'enfoncer? Je suis sûr que tu es d'accord.
d'accord avec moi là-dessus. Oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai, je partage ton avis. Joseph. Ouais, disons que quand on fait, au final, quand on regarde, il y a une mécanique du côté de Manchester City, voilà, où une équipe qui a travaillé pour ça. Et très sincèrement, je ne vois pas Chelsea qui, je trouve, surjoue en fait un peu. Il y a ce côté Tuchel arrive, tout se passe bien. Je pense sincèrement que il va y avoir un énorme événement. 18 clean sheets en 25 matchs, Joseph. Défensivement, ça se passe bien, mais City a cette capacité à faire déjouer l'adversaire, à s'adapter et à jouer sur ses faiblesses. Donc, je vois vraiment City aller faire mal à Chelsea. Tu es en train de me dire que Guardiola, pour toi, donc, est meilleur que Tuchel, donc dans l'adaptation de l'adversaire, faire déjouer l'adversaire. Ça, en termes de tacticien, pour un si grand événement en plus, pour moi, Guardiola est largement au-dessus de Tuchel. Je pense que Tuchel en ce moment surjoue, mais je ne suis pas un ami de Tuchel et un défenseur de Tuchel. Tu n'es pas un ami de Tuchel? Ah non, je ne suis vraiment pas l'ami de Tuchel. En plus. Les amis sur le chat, envoyez 2-3 briques à Joseph pour savoir si vous êtes supporter de Tuchel et on gardera ce débat du coup en film. Je l'expliquerai un jour. Durant la soirée. En attendant, regardez ce qui se passe aujourd'hui, vous le savez, je vous ai mis la presse catalane avec notamment la une du quotidien catalan Sport. C'est la finale de la Liga. C'était aujourd'hui le Barça face à l'Atlético Madrid. On va aller retrouver l'une des meilleures plumes du quotidien puisque Albert Masnou est de nouveau avec nous. Albert, comment estamos? Ça va, ça marche. Magnifique, la petite terrasse à la maison, ça j'adore. Ça, là tu me fais plaisir. Buen ambiente, el sol, tout va bien. Il fait chaud aujourd'hui, c'est un jour de printemps, presque d'été. Bon, c'est magnifique. Albert, merci une nouvelle fois de cette disponibilité. C'était le match très attendu, on le sait donc en Liga. Sport l'a largement relayé. On en a parlé comme d'une finale. Ronald Koeman face al Cholo Simeone. Résultat, Albert, 0-0. Est-ce que tu peux nous faire le topo de ce match? Quelles étaient les forces en présence? Sur quoi Koeman avait-il misé? Et comment as-tu perçu ce match? Le premier temps, ça a été pour l'Atlético, le deuxième pour le Barça. Je crois que les deux équipes ne sont pas en trop forme. Et à ce moment-là, l'Atlético a eu deux occasions, mais il les a ratées. Le Barça, il n'a eu quelqu'une de Messi, d'Araujo, mais pas un super match, je crois. Je regarde la composition d'équipe lancée, je suis sur le fil Twitter en même temps. N'hésitez pas, envoyez-moi vos messages, comme ça on les lira en direct. Je regardais la composition d'équipe, Albert, du Barça, avec effectivement toujours cette défense à 3, Piqué, l'anglais, Mingueza, Dest à droite, Alba à gauche. On pouvait attendre Araujo, qui semblait être... il est entré en jeu ensuite. Busquets, De Jong, Pedri, Messi, Griezmann. Est-ce que c'est un 11 qui t'a surpris, ça, Albert? Non, pas du tout. Pas du tout. À mon avis, peut-être Araujo, il est mieux forme que d'autres joueurs, comme Mingueza ou l'anglais, je crois. Mais à mi-temps de la première temps, il y a une blessure de Busquets qu'il a abandonné le stade. Il est allé à l'hôpital pour une contusion qu'il a eue. Et alors, il est entré à l'âge que je crois qu'après tout ça, l'équipe s'est un peu décompensée. Il n'a pas été stable au milieu de terrain. Et l'Atlético, il est arrivé beaucoup de fois avec Ter Stegen, tout près de Ter Stegen. Il a eu des occasions, de belles occasions. D'après toi, à qui profite ce résultat? Est-ce qu'il profite au Barça avec ce point ou, indirectement, comme on l'avait imaginé, est-ce qu'il profite au Real Madrid qui jouera demain face au FC Séville, qui a maintenant les cartes en main à condition de réussir un poker et donc de remporter les 4 derniers matchs? Est-ce que ce résultat profite à Madrid? Oui, bien sûr. C'est le pire résultat pour le Barça. Je crois qu'il lui certes la Liga au Madrid. Je ne sais pas si la Liga, le Madrid, il sera assez forte pendant ces 4 matchs qu'il a, qui ne sont pas faciles, parce que demain, par exemple, il reçoit le Sevilla. Ils ne seront pas faciles, mais il les certes les titres au Madrid, le Barça. Et ça, c'est le pire scénario pour le Barça.
comment est-ce qu'on peut donner les titres au Madrid? Alors, il a fait ça. On sent qu'il a passé une mauvaise après-midi, en tout cas, Albert. Albert, en tout cas, les followers là, sur le chat partagent ton avis. Ils pensent à majorité, Tom, tu le confirmes, hein, que ce résultat... 60% pour le Real Madrid qui sera champion en fin de saison. Albert, 60% de ceux qui nous suivent pensent que le Real Madrid sera champion. Moi aussi. C'est vrai, tu penses aussi que Madrid sera champion? Non, je sais pas si le Madrid il va être assez fort pour résister tout ce qu'il y a en avant. Il nous a démontré déjà qu'il n'est pas une super équipe. Mais, comme j'avais dit l'autre fois, cette compétition, il ne mérite aucun. Et alors, peut-être le Real Madrid, il a plus de chances. Ça, c'est comme ça. Albert, dans notre soirée, là, on aura tout à l'heure un débat sur le Paris Saint-Germain et le mercato du PSG. Je profite de ta présence pour, avec les images de la prolongation de contrat de Neymar en faveur du Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu pensais que c'était déjà fait ou est-ce que tu pensais réellement qu'il y avait une chance qu'il revienne à Barcelone? Je crois, première, que Neymar, il a joué un peu avec les deux clubs et il a ouvert la possibilité de retourner à Barcelone. Il y a eu des meetings, on savait déjà qui faisait l'opération, comment on devait la faire. Il était un peu parlé de tout ça. Et il y avait des choses là-bas avec tout ça. C'est pas de fum. C'est quelque chose de réel qu'il y avait la possibilité de qu'il revienne. Mais je crois qu'il a joué avec le Barça. C'est normal, c'est pas grave pour lui. Mais c'est une déception, je crois, une grosse déception pour le Barça. Parce que savoir qu'il pouvait retourner, c'était un peu, comme dire ça, un peu reconstruire toute l'équipe. Mettre des bases pour, si tu as Messi et tu as Neymar, tu peux aller jusqu'au bout dans laquelle compétition. Mais maintenant, le scénario qu'il a le Barça, c'est pas facile parce que première, il doit vendre, après, il doit acheter et s'il achète, quoi est-ce qu'il doit acheter pour être compétitif? C'est pas facile. Avant, avec Neymar, il y avait de la unanimité dans les fans, les vestiaires, c'est important. Et à ce moment-là, je ne sais pas qui peut unir tout ça. Quand Messi, il menace de sortir une autre fois, c'est une possibilité qu'il sorte. Et alors, le scénario qu'il a le Barça, c'est après l'annonce de Neymar de signer jusqu'à 4 ans plus. C'est pas facile. Albert Masnou avec nous en direct de Barcelone. Albert, tu sais que depuis la petite photo que j'ai postée de ton petit sandwich avec ta petite caña limón sur les réseaux sociaux, tu sais que je vais signer avec les cervezas comme patrocinador. Hein, je vais signer comme ambassadeur. Super, tu dois me l'envoyer. Magnifique. Je vais faire ça. Albert Masnou avec nous, grande plume du quotidien Sport. Albert, muchísimas gracias. Super, au revoir. À très vite, à très vite. On se tient informé, on reste connecté. Les gars, qu'avez-vous pensé, vous? On en reparlera tout à l'heure en marge de l'actualité PSG, mais rapidement déjà un premier tour de table sur la signature de prolongation de contrat. Pas une surprise pour vous? C'était un peu dans les tuyaux, j'ai l'impression, mais surtout, c'était nécessaire pour Paris de garder ta star comme ça. T'es allé le chercher pour le plus gros transfert de l'histoire. S'il part, alors il y avait déjà eu des rumeurs il y a 2 ans, mais si là tu le laisses partir, ça fait un peu quand même désaveu, je trouve, de dire on s'est planté, alors que tu peux pas dire que tu t'es planté quand tu as réussi à aller chercher Neymar. Pour moi, c'était super important pour Paris de le garder, et c'est chose faite. Pas nécessaire pour Paris, nécessaire pour la France, nécessaire pour la Ligue 1, mais pour Paris, pas forcément. Tu crois? Ouais. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure, Joseph. Non, mais j'ai été relativement surpris de la part de Neymar.
qu'il prolonge aussi rapidement jusqu'en 2025 avec un salaire qui est un peu revu à la baisse, mais qui est basé, quand même, hein. Il va oui, pas... mais qui est basé sur avec des primes. Oui, c'est sûr que bon, on va pas le croiser là, pas de problème, il va pas venir nous demander de l'argent à nous, quoi, c'est sûr, mais qui est aussi basé sur des primes. Si par exemple il y a victoire en Ligue des Champions, je trouve ça très intéressant. Voilà, c'est jouer au mérite un peu le salaire et franchement c'est pas mal. Ouais. Comment vous voyez le match de demain d'ailleurs pour le titre de champion? Je voulais vous montrer, vous le savez qu'on est avec les copains de NetBet tous les week-ends pour faire le point sur les différents pronostics de la scène européenne. Demain c'est le big match. C'est pas le seul big match. D'ailleurs je vous ai proposé sur les réseaux sociaux de choisir votre soirée viewing. Vous aviez le choix entre le match entre le Paris Saint-Germain et Rennes et le match entre le Real Madrid et le FC Séville. À près de 70%, vous avez fait ce choix. Donc demain soir, à partir de 20h30, soirée spéciale Real Madrid-Séville. On aurait pu également mettre le match italien entre la Juve et l'AC Milan. Pas mal aussi. C'est 20h45, mais c'est effectivement un gros match. Mais on sera là-dessus. Vous savez quoi? Je vais vous donner les cotes là à l'heure qu'il est, avec une pensée pour notre Antoine qui habite habituellement à côté de Tom là-bas. Mais Tom l'a une nouvelle fois zigouillé ce soir, donc il ne sera pas là. Les cotes à l'heure actuelle. Regardez, le Real Madrid, les amis, est à 1,95. Tac. Le match nul, je regarde les petites cotes en direct. Le match nul, c'est pas mal. La cote est pas mal pour le match nul. Elle est à 3,55. Et la victoire du FC Séville à l'extérieur, elle est à 3,65. À savoir que Séville n'a plus gagné à Santiago Bernabéu depuis 2008. Bon, ça tombe bien, là, il joue plus dans ce stade, mais c'est peut-être la bonne occasion demain. Vous verriez quoi là, les gars? J'aurais bien le nul, moi. Vous me dites quoi? Nul? Bien le nul, ouais. Moi, je vois le Real. Je pense que c'est bien. écrit au bout d'un moment. Les deux autres font tellement n'importe quoi. Robin, bien, tu gagnes des points. Robin, tu gagnes des points. Donc, ouais, je pense que le Real va aller chercher le titre à l'expérience, quoi. Ils ne l'ont pas fait en Ligue des Champions, mais je pense que la Liga, là, les deux autres ont trop gâché. Joseph? Oui, en plus à 1,95 en plus, mais oui, le Real devrait saisir cette chance. Franchement, s'ils ne saisissent pas cette chance-là, on ne pourra plus rien pour eux. C'est assez incroyable déjà qu'ils soient encore dans la lutte pour le titre après une saison aussi bizarre avec autant de critiques sur le jeu du Real, sur les juste le titre après. Mais les signes du destin aujourd'hui sont pour l'Atlético, on va en parler dans quelques instants je pense, mais quand on voit le match qui s'est passé aujourd'hui et quand on voit le match qui s'est passé la semaine dernière contre Elche, j'ai plutôt l'impression de me dire que je vois pas comment l'Atlético peut passer à côté, et c'est surtout, on va parler betting très rapidement, la cote à 1,95 sur le Real, je pense pas que ça soit une valeur sécurisée aujourd'hui le Real Madrid. 1,95, la cote me donne pas envie de jouer, j'ai plus envie de jouer le nul, et on sait que Séville c'est quand même une équipe qui produit du jeu, donc allons-y. N'oubliez pas d'ailleurs les amigos que vous avez toujours cette offre, hein, elle est valable ad vitam presque avec ce code promo. Si vous n'avez jamais encore parié sur NetBet, venez pour votre premier pari. Il faut être majeur, hein, bien évidemment, je rappelle tout ça. Vous entrez sur la plateforme, je vais vous rappeler le petit lien et on va vous envoyer sur les différents réseaux sociaux ce lien. Vous entrez avec le club, avec le code promo Ruiz Club, 160 € offerts sur ce premier pari, 150 plus 10 de free bet. Et vous m'avez envoyé des petits messages parce qu'en Afrique, effectivement, ce code ne marche pas. Et ben vous savez quoi? Depuis ce week-end, nouveau code pour l'Afrique. Pas pour toute l'Afrique, on n'y est pas encore, on va y arriver. Mais déjà pour 12 pays, regardez, ils sont là, la liste vous est ciblée. Vous rentrez avec le même code, le Ruiz Club et code promo, et là vous avez 50% de bonus sur votre premier dépôt. On avance et ça c'est pour répondre à toutes vos demandes pour le continent africain. Tom, ça se passe comment sur le chat avant qu'on ouvre le premier débat? Dis-moi. Eh ben, eux, ils voient gagner demain le Real Madrid, évidemment à 74%. Il parlait un peu de la comparaison avec la Ligue 1. À un moment, on disait personne voulait du titre. Ça ressemble à ça en Liga. On dirait que personne veut du titre. Et quand personne en veut, c'est le Real qui le prend à la fin. Est-ce que vous vouliez me glisser un mot là sur le Barça Atlético, le 0-0? Oui, moi je vais en parler. T'as vécu un moment difficile. Alors, je suis pas supporter du FC Barcelone pour le coup, mais j'ai trouvé un Barça qui n'a pas du tout été cohérent sur 90 minutes, trop statique, une circulation de balles qui a été beaucoup trop lente, et surtout ce qui fait l'ADN du Barça, c'est les changements de rythme. Et on n'a pas vu tout ça. Et c'est ce qui me laisse croire qu'aujourd'hui, le FC Barcelone ne sera pas champion d'Espagne. Déjà parce qu'il y a eu l'occasion manquée en match en retard, c'était contre Grenade, si je dis pas de bêtises. Mais c'est surtout que le FC Barcelone n'a pas réussi à éliminer un adversaire direct par la voie du jeu. Et ça fait partie de l'ADN de ce club. Alors il y a eu déjà beaucoup d'occasions manquées, mais c'est surtout ce qui me laisse penser que le FC Barcelone ne le fera pas. On s'est contenté que de fulgurances, de trop rares fulgurances de la part de Léo Messi.
et de super barré de la part de Ter Stegen. Et en face, du côté de l'Atlético, j'ai l'impression d'avoir vu la même première période que contre Elche, c'est-à-dire une méga domination, mais ils n'ont pas été suffisamment clutch. Ils se sont fait peur à la fin du match, mais quelque part, ils s'en sortent très bien. Il y avait penalty contre Elche qui a été raté. Et là, aujourd'hui, on a une tête de Dembélé qui, que dans les 5,50, on ne pensait pas qu'il puisse la rater, même si ce n'est pas un joueur de tête, bien évidemment. Mais tous ces petits signes me laissent penser que l'Atlético arrive à passer entre les gouttes sans mettre forcément les ingrédients. Mais pour le moment, ça marche pour eux. Ils ont quand même redonné les cartes au Real. Le Real a son destin entre ses mains. Ce qui était match pas en retard n'est pas match gagné, attention. Oui, tout à fait. Et sous le Covid, on a bien leur appris. destin entre leurs mains. S'ils gagnent contre Séville, ils reviennent à égalité. Ensuite, ça va se jouer peut-être à la différence de but. Donc, en tout cas, l'Atlético n'a plus de joker. Et alors qu'ils en avaient un nombre incalculable il y a encore quelques semaines. Le fond de jeu du Barça, là, il a été franchement catastrophique. Ça a été un match. À mi-temps, Qatar. Ça a été un match compliqué à regarder. Bon, après Messi, il est pas loin d'en mettre 2 sur 2 actions de grande classe. Au Black, il a les contours très bien faits parce que ça rase les poteaux. Mais globalement, après, est-ce qu'on est surpris quand on voit aussi l'effectif qu'ils sont, rien que les latéraux, Mingueza et Dest, bon, je suis pas sûr qu'ils soient titulaires à Lyon. Excuse-moi, mon Tom, tu arrives dans l'émission, on fait connaissance. Je l'ai réveillé. Prends un sandwich et tu peux y aller. Hein. Je l'ai réveillé, hop. Non, mais oui, voilà, pour dire qu'il y a aussi individuellement des lacunes très claires. Mingueza sort à la mi-temps parce qu'il est incapable défensivement et offensivement de faire des différences. Donc j'étais pas étonné et effectivement ça tombe sur un 0-0 qui révèle aussi potentiellement une Liga qui est quand même plus faible que les autres années et c'est aussi pour ça qu'ils se sont fait sortir assez tôt en Ligue des Champions espagnols. J'ai hâte de voir la presse espagnole demain, enfin regardez bien sûr la revue de presse d'Alex Ruiz, parce que pour le coup, je fais c'est gratuit Alex, hein. Faut y aller, y a pas de souci. J'ai compris comment ça marchait ici en fait. Ce que je veux dire par là, c'est moi ce qui m'a beaucoup étonné, c'est Koeman qui n'a pas réagi, qui a mis 75 minutes à réagir dans son coaching dans ce match, alors que son équipe était complètement de travers. Et ça, je pense que la presse catalane notamment risque d'en dire un petit mot demain. J'en profite alors demain matin, revue de presse. Ah bon? Sur YouTube, comme tous les jours. La petite revue de presse, effectivement, internationale pour faire le point complet sur toute l'actu. C'est dispo en replay sur YouTube, vous pouvez l'imaginer. N'oubliez pas, vous vous abonnez, c'est gratos. Et vous activez la petite clochette pour être alerté à chacun des posts. D'ailleurs, je mettrai les replays de ces différentes émissions que l'on partage en ce moment. Merci pour tous les messages que vous envoyez d'ailleurs sur le chat. Ne soyez pas trop durs avec nous également. Cette tablette, elle est pour vous. C'est pour permettre d'être avec vous en direct, avec toute cette presse. Et également connecter Twitter pour avoir tous vos messages. On fait au max avec Nico en régie pour être le plus rapide possible, pour vous permettre d'avoir et l'information et d'échanger avec nous. L'un des gros titres de ce soir, c'est ça. Ça pour moi, c'est absolument incroyable cette semaine. José Mourinho qui signe en faveur de l'AS Roma. Sarri, c'était réglé. Il était arrivé, on avait annoncé Sarri comme le nouvel entraîneur de l'AS Roma, successeur donc de Fonseca qui est pour autant toujours en place pour terminer l'exercice. Et Thiago Pinto, le nouveau directeur sportif portugais, il faut le signaler, a joué en eau trouble et a ramené au dernier moment son compatriote José Mourinho pour ce Ave Mou. Regardez, avec cette transformation là en mode empereur, c'est l'empereur Auguste, le premier empereur romain qui a été ainsi transformé en José Mourinho. On va prendre le pouls tout d'abord en Italie, puisque Michela Macali est donc avec nous depuis la péninsule italienne. Buonasera Michela. No, buonasera. Non, je transforme, moi. Je suis un Spanish, moi. Non, voilà, tu vois l'Espagne dappertutto. Dappertutto. No. Michela, comment ça va? Oui, ça va bien. Je suis encore à l'Aéroclub. Bien sûr, je sais que tu vis à l'Aéroclub. On fait un petit coucou d'ailleurs à ton fils, qui est un passionné et qui est un très bon pilote également. Michela. Ah oui, aujourd'hui, il a fait le voyage sur Torino pour voir la Juve. Magnifique, il en profite. Quelle belle vie. Quelle belle vie. Michela, quelle a été la résonance de cette annonce absolument incroyable et de ce hold-up réalisé par José Mourinho?
Écoute, j'ai appelé pour vous quelques directeurs des autres clubs de Serie A cette semaine pour écouter les rumeurs, les points de vous, des autres clubs. Et la façon que Mourinho est venu, c'est un message très clair de Friedkin pour toute la Serie A qu'il veut changer de stratégie et veut être le plus fort. Parce que vous savez, l'Inter a gagné le championnat, la Serie A, mais il y a beaucoup de problèmes économiques. La Roma, par Mourinho, veut donner un message très fort. Parce que tu connais les qualités de Mourinho, ce n'est pas un entraîneur qui fait simplement de la technique, mais c'est une grande ménagère. Et aussi, il va changer la stratégie dans le secteur médical, pas simplement technique. C'est ça la force de Mourinho. C'est pas un entraîneur banal, on peut dire comme ça. Mourinho, c'est une ménagère de club à tous les camps, on peut dire comme ça, à 360 gradi, on peut dire en Italie. Et la chose bizarre que j'ai écouté de cette info, c'est que de l'arrivée de Mourinho, personne à la Roma connaît la situation. Le président et le directeur sportif ont été les deux seules personnes qui connaissent la stratégie nouvelle de Friedkin. Personne à la Roma, dans le staff, connaît l'échange de points de vision du président. Ça a été fort. Et je te dis aussi, la Roma, par ce message d'une nouvelle stratégie, excusez-moi, nouveau entraîneur fort d'image, parce que c'est un entraîneur fort, pas simplement techniquement, mais aussi d'image, vous donnez un message à la Serie A qui veut gagner quelque chose d'important, à mon avis. Et il y a quelqu'un entre les autres clubs qui veut changer le club pour départir à la Roma. Michela, quand on voit là, je te montre ça, les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport là, de cette dernière semaine, avec effectivement l'actionnaire principal, Friedkin, l'américain, qui est là en haut à gauche, avec sa galaxie pour montrer quel était son plan en silence. Ils ont fait ça en sous-marin, on le comprend bien avec les informations que tu nous donnes. Et je vous ai mis à droite ici cette courbe présentée par l'Observatoire du Sport Business, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Très intéressant d'ailleurs tous les jours, avec la courbe l'évolution de l'action de l'AS Roma qui, lorsque l'impact est arrivé de la signature de José Mourinho, est monté en flèche, plus 38%. Plus 38% l'action de l'AS Roma à la signature de José Mourinho. Michela, est-ce que le plan de Friedkin dépasse complètement le football et uniquement un plan économique? À mon avis, c'est pas c'est pas un cas simplement de stratégie économique, parce que Mourinho, il a gagné beaucoup, il a donné une imprinting, vous savez déjà à l'Inter, il y a plusieurs années, mais il a donné des coupes à l'Inter. C'est un entraîneur qui veut gagner encore quelque chose, qu'il peut donner une imprinting. Extraordinaire, révolutionnaire à la Roma. Ce n'est pas simplement économique. Michela, on va maintenant nous faire le tour de table et échanger avec le chat. Merci infiniment d'avoir pris ce temps parce que je sais que le lockdown en Italie est encore actif. Fais-moi rêver comme d'habitude parce que je te pose la petite question. Qu'est-ce qu'on mange ce soir en Italie? Ce soir, je suis à l'Aéroclub. Malheureusement, je vais faire le takeaway. Je vais prendre quelque chose de japonais. Mais excusez-moi. Mais je faisais, je ne sais pas, 2 semaines à Bergamo. On va manger la polenta. Polenta brasato. Et dans la soirée, un bel risotto con i funghi porcini. Les champignons, mais de qualité. Hein. Magnifique, magnifique. On en salive, on n'en peut plus. Manu sur le plateau, il n'en peut plus. Oui, portez-lui une serviette. Michela Macali qui est avec nous. Si vous voulez, je vais m'envoyer les photos du mélange, breakfast, dîner, tout ça. Hein. Envoie-moi la photo ce soir de ton takeaway japonais, là, que je vois un peu comment ça se passe et je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Michela, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir une nouvelle fois. Bisous à tout le monde, merci encore.
je vais m'organiser pour faire par Bergamo une meeting avec vous dehors du stade de l'Atalanta. Magnifique, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci Michela, merci beaucoup. Michela Macali avec nous. On ouvre ainsi ce débat sur José Mourinho. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé. C'est absolument incroyable. Sarri, c'était fait, c'était réglé, il était arrivé, il touchait un peu de l'argent qui lui restait encore de la Juve, là, tranquille, et puis il prenait le prochain salaire, et là, boum, badaboum, Mourinho déboule. C'est complètement fou. Mourinho qui part de Tottenham dans des conditions encore mystérieuses quand même, pour des raisons mystérieuses on va dire, puis qui débarque à la Roma, un club qui reste quand même mythique. Déjà, pour le football, c'est une bonne chose de voir des investisseurs américains qui ont l'air de bien faire les choses sportivement. Tu trouves qu'ils font bien les choses, toi? Très sincèrement, ramener un manager général comme Pinto dans un premier temps, dans un deuxième, ramener Benfica. Je pense que ramener Mourinho, quand tu as un très très grand club, c'est très risqué, mais quand tu as un club comme la Roma, qui aujourd'hui a besoin peut-être d'un coup d'électricité, je trouve ça relativement intéressant. Donc pourquoi pas. Après, j'ai mes réserves sur Mou, on en parlera, mais pour la Roma, je trouve que c'est une bonne chose en tout cas. Ça n'a aucun sens. Non. Ça n'a absolument aucun sens. D'accord. Mais après, c'est ça qui est génial dans le football, c'est qu'on peut ne pas être d'accord, et ça se trouve, tu as raison, ça se trouve, j'ai tort, mais ça n'a aucun sens. Et je trouve que ce que tu as expliqué, Alex, avec les marchés financiers et l'impact que ça a eu sur les marchés financiers, etc., c'est comme ça aujourd'hui que fonctionnent les clubs italiens. On a parlé la semaine dernière de la Juventus Turin, du recrutement notamment de Cristiano Ronaldo, qui était là pour doper la marque Juventus, plus que doper, on va dire, le côté sportif. Aujourd'hui, on a du côté de la Roma, qui est un club à un patrimoine énorme, il faut voir aussi le foot italien, il faut le vivre sous le prisme italien. C'est-à-dire que on le vit, quand on supporte un club en Italie, il y a un attachement social, politique, et ça dépasse, on va dire, tous les clivages de la société. Aujourd'hui, la Roma, c'est un club qui est en crise d'identité, qui est en crise financière, qui est en crise sportive. Quel est l'apport de Mourinho aujourd'hui ? Qui n'a, moi je trouve en tout cas, plus d'idées sur le jeu, qui ne comprend même pas la jeune génération des joueurs qui viennent, la jeune génération aujourd'hui des joueurs d'aujourd'hui. Qu'est-ce que va apporter Mourinho, alors que je pense qu'avec Sarri, on avait quelqu'un qui pouvait justement incarner une sorte de renouveau et qui pouvait aussi également être attaché à l'identité de cette AS Roma. Ça n'a aucun sens. Et juste pour revenir, excuse-moi Alex, mais ce que disait Michaela, c'est ce qui est très différent, je pense. Il y a une perception en Italie de Mourinho. On est beaucoup resté sur ces années Inter, en oubliant ce qui s'est passé après. Et il y a 150 000 ans. Et le présent tout proche, qui est Tottenham, mais il y a eu Manchester avant, etc. Et je suis désolé, c'est une catastrophe. Quelles sont les premières impressions sur le chat? Alors, j'ai mis un sondage et les gens sont plus tempérés que Manu, tu m'étonnes. À 55%, on pense que c'est une bonne idée. Mais il y a un commentaire que j'aime beaucoup qui, je pense, c'est un peu l'idée générale. C'est Bronze Dynamite qui dit « J'ai envie d'y croire, mais la raison me fait dire le contraire. J'espère me tromper. » On a l'impression que Mourinho, c'est quand même ça ces dernières années. Message à l'instant également de EAO qui nous dit « Le problème de Mourinho, c'est qu'il faut des joueurs qui se mettent au diapason de sa tactique. Sans cela, c'est mort. Mourinho se prendra encore un échec. » Effectivement, pour rebondir sur tes propos, Manu, je te passe la main. Robin, regardez, ça c'est la moyenne de points emmagasinée par les équipes de José Mourinho depuis ces années donc à Porto. On peut voir qu'effectivement Porto, Chelsea, ça a descendu, puis ce boom ici à l'Inter. On s'en souvient avec notamment la Ligue des Champions, c'était le point fort de sa carrière, qui le fait signer au Real Madrid, où il obtient sa meilleure moyenne de points ici, saison 2011-2012, puis Chelsea de nouveau, perte totale, Manchester United, et puis Tottenham. Est-ce que aujourd'hui, Mourinho est encore dans le coup ? Clairement pas. Moi, quand je vois le titre de la presse italienne de la Gazzetta qui dit Avemu, alors c'est pas contre Michela en qui j'ai totalement confiance, mais je me dis les journalistes italiens, ils ont pas vu un match d'une équipe de Mourinho depuis 10 ans en fait. La dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était avec l'Inter quand il fait le triplé. Et c'est pour ça qu'ils sont super heureux de voir Mourinho débarquer. Parce que sinon, que les investisseurs soient contents, que la marque AS Roma soit contente, ça à la limite je peux le comprendre, mais que les suiveurs ou les supporters soient contents, je me dis qu'ils n'ont pas vu Mourinho depuis 5 ans en Angleterre. Tu montrais très bien avec la moyenne de points. On peut vraiment diviser la carrière de Mourinho en deux en fait, jusqu'au Real. Madrid, même si ça n'a pas complètement bien marché au Real, il n'y a pas eu la Ligue des Champions, mais il a une moyenne de points justement qui est un bon indicateur, au moins 2,12 points par match
depuis qu'il est à Porto. Porto, Chelsea, Inter, Real, c'est soit au-dessus de 2.12, soit au minimum 2.12. Et ensuite, à partir de son deuxième passage à Chelsea, donc Chelsea, Manchester, Tottenham, ça fait que de baisser et c'est toujours en dessous des 2 points. On n'atteint jamais les 2 et à Tottenham, c'est même le pire score de sa carrière, je crois. Enfin, des dernières années, c'est sûr. Est-ce que dans tout début de carrière, il avait fait pire? Je sais pas. Mais depuis Porto, il a jamais fait ça. Il était à 1,77 points par match. Quand tu es à Tottenham, c'est pas acceptable. Et ça fait bien 3-4 ans qu'en Angleterre, Mourinho se fait défoncer. Et en Italie, tu as l'impression qu'ils sont pas au courant. Et surtout qu'il y a des nouvelles idées dans le jeu en Italie. Moi, c'est ça que je trouve intéressant en Italie depuis 5 ou 6 ans. Il y a des entraîneurs, Sarri en fait partie, qui arrivent avec des nouvelles idées et que Mourinho n'a plus d'emprise tactique sur les matchs de ses équipes. Ce qu'il fait avec l'Inter en Ligue des Champions quand il fait rentrer Eto'o latéral. Alors beaucoup s'étaient offusqués, moi j'avais trouvé que c'était un coup génial, mais cette emprise tactique il ne l'a plus Mourinho, il ne comprend plus les joueurs. Ce que disait Didier Drogba, il disait Mourinho à Chelsea c'était comme un père. On a vu la relation de José Mourinho notamment avec Paul Pogba ou plus récemment avec un ami lyonnais, à notre ami Tom du côté de Tottenham. Moi je pense que l'Italie vit dans une certaine nostalgie qui aujourd'hui n'a plus aucun sens et je suis très déçu, je pensais vraiment que José Mourinho irait vers la sélection. Un petit peu à la manière d'un Didier Deschamps quelque part, c'est-à-dire préparer une compétition, on le voit, il a des résultats en coupe, il est plus champion depuis 2015, mais en coupe ça fonctionne bien. Et quelque part, je pense qu'on lui aurait pas fait le procès du jeu, on lui aurait fait le procès du résultat en finale. Enfin, on aurait, on se serait, je pense, régalé. Comme Deschamps, on aurait parlé surtout du résultat. Un petit peu comme Deschamps, c'est ça. Je pense que le fait de préparer une compétition, 1 mois de compétition, 1 mois et demi, il est bien évidemment encore capable de le faire. Travailler au quotidien dans un club avec cette génération-là, j'y crois de moins en moins. Je vous montre ça. La Gazette nous a proposé quel serait le plan de José Mourinho pour la saison prochaine en 2 temps. Ça, c'est le premier temps. C'était à l'annonce de l'arrivée de José Mourinho. Voici quelle serait la composition probable de l'AS Roma pour la saison prochaine avec plusieurs indicateurs. Le premier, c'est que Dzeko resterait. Il était annoncé sur le départ. Zaniolo, la petite pépite italienne, resterait également du côté de Rome. Il irait chercher 2 joueurs qu'il a eu du côté de Tottenham. Tu vas nous dire, Robin, si ça vaut le coup vraiment d'aller chercher, c'est Dyer en charnière et Højbjerg ici sur le flanc droit au milieu de terrain. Ça vaut le coup, ces 2 joueurs, 2 profils qui sont aujourd'hui Højbjerg, ça a bien marché depuis qu'il est arrivé à Tottenham. Ouais, je pense que c'est pas déconnant. D'ailleurs, je suis beaucoup moins fan. Honnêtement, c'est les montagnes russes avec Dyer. Il peut avoir des très bons matchs et d'autres cataclysmiques. Donc honnêtement, quand on voit le reste de l'effectif de la Roma, tu te dis, est-ce que d'ailleurs ça va vraiment améliorer considérablement? Je suis pas sûr. Dzeko, c'est super, c'est un joueur génial, mais il a 35 ans. T'es l'AS Roma, tu mises quasiment toute ton animation offensive sur un attaquant de 35 ans. Et Mkhitaryan, c'est pareil, c'est un gars que Manchester et Arsenal ont voulu se débarrasser de ce joueur. Ils sont pas très copains en plus avec Mourinho. Son passage à Manchester United, Mkhitaryan, on a gardé un mauvais souvenir. Honnêtement, je me dis, en quoi tu fais progresser vraiment l'AS Roma en faisant venir d'ailleurs, alors que tu as un secteur offensif qui est vieillissant et un peu banque-ballon. Et regarde, je te montre le deuxième temps dans la Gazzetta dello Sport. Le deuxième temps, après les réflexions, après les premières enquêtes, voici les 3 profils qu'il irait chercher en mode target. Parce qu'ils en ont dressé tout d'abord 7, 8, 9. Je vous avais montré ça dans la revue de presse. Et là, on viendrait sur 3 targets. Dans les buts, De Gea de Manchester United, l'international espagnol. On mettrait au milieu de terrain 2 hommes qu'on connaît bien. Renato Sanchez de Lille, le Lillois, plus Isco du Real Madrid qui intéresserait José Mourinho pour compléter son travail. Il est là, Thiago Pinto, le directeur sportif dont on vous parlait, le portugais, le nouveau directeur sportif de l'AS Roma. Est-ce que ces 3 profils vous semblent aujourd'hui cohérents pour rejoindre l'AS Roma et relancer la formation de Mourinho? Si on est directeur sportif, c'est intéressant de faire venir ces 3 personnes-là. Mais ces 3 personnes-là, il va falloir aussi, pour certains, les sortir de la situation d'échec dans laquelle ils sont et les faire progresser. Est-ce que Mourinho est l'homme de la situation pour les faire progresser? Vous avez bien compris depuis 10 minutes que... T'es pas d'accord d'ailleurs. J'ai encore la cheville cassée tout à l'heure, mais tout va bien. Mais non, De Gea, j'y crois quand même très peu, qui viennent à la Roma. Isco, Renato Sanchez, ce sont des profils très intéressants. Et c'est aussi pour ça que je trouve la venue de Mourinho importante. C'est que c'est un entraîneur. Renato Sanchez, il n'y a pas que toi qui le veux. Oui, bien sûr, évidemment. Mais après, si c'est des profils, Renato Sanchez peut être intéressé par venir à la Roma plus que David De Gea. C'est par là que j'entends ça. Mourinho est aussi intéressant pour la Roma parce que c'est un coach qui attire. Les joueurs, je pense, ont aussi envie de découvrir, de moins en moins, mais réellement, je pense qu'il attire plus que Maurizio Sarri, par exemple. Oui, mais regarde le nombre de gars qui sont rentrés en conflit avec Mourinho.
Oui, sur potentiellement. les 5 dernières Mais années. je pense quand même qu'auprès des joueurs, les joueurs ont envie d'être entraînés par Mourinho potentiellement. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que veulent les supporters de la Roma. Aujourd'hui, les supporters de la Roma, ils ont une histoire exceptionnelle avec ce club. Et quand tu ne gagnes plus, tu as envie de gagner vite. Tu mets Sarri. C'est un projet à long terme. On sait ce qui vient avec Sarri. On a vu avec Chelsea que ça a quand même moyennement marché. Gagner vite, c'est pas ce que fait Sarri. En revanche, Mourinho, lui, gagner, il sait faire. Bien faire jouer ses équipes, ça, je suis d'accord avec vous, les gars. En Italie, c'est très important. Non, mais en Italie, il y a aussi. Je vais demander aux supporters de la Roma s'ils préfèrent que leur équipe joue bien. Ça, c'est un ou prisme gagne. très français de dire. Le mec doit arriver et doit gagner. En Italie, ça dépasse tout ça. Il faut que le club soit à l'image des valeurs que tu portes. Et tu es supporter de la Roma et tu n'es pas supporter de la Lazio pour des raisons qui sont presque familiales, sociales. Ça va beaucoup plus loin que ça. Moi, ce que je disais tout à l'heure, la crise identitaire autour de l'AS Roma, elle est cata. Et l'arrivée de Mourinho, moi, je pense, en tout cas, pousse cette crise identitaire encore plus loin. Et ce n'est pas seulement gagner, être en Ligue des Champions, avoir de l'argent, faire venir des stars. C'est... Qu'est-ce que ce club représente pour toi? Est-ce que tu te retrouves dans les valeurs du club que tu soutiens depuis que tu es petit et depuis que ton père soutenait, que ton grand-père soutenait, etc. etc. Et là, ça n'a aucun sens. Il y a un truc qu'a dit Manu tout à l'heure et qui pour moi est central, c'est qu'en fait, Mourinho ne peut pas aujourd'hui gérer des stars comme il a pu le faire à une époque. On parlait tout à l'heure de sa relation avec Drogba ou avec Eto'o. À Tottenham, il n'y avait plus que Kane à la fin qui supportait Mourinho. Et avec les stars, ça ne marche pas. Il y a eu Casillas au Real, il y a eu Pogba, Martial à Manchester. Ndombele qui n'est pas une star. Hein. Voilà, qui est pourtant pas une star en effet. Et ça ne fonctionne pas. Le cas, bien joué Tom. Le cas Gareth Bale et sa gestion du cas Gareth Bale, on le rappelle, prêté par le Real Madrid, ça se passait pas très bien, on le voit, Get Real Bale, où en grosso modo ils se sont déchirés parce que sur un match, Gareth Bale disait qu'il était blessé, puis finalement il pouvait jouer ou pas jouer, il n'était pas sûr de son état physique. José Mourinho s'en est agacé pour finalement l'envoyer dans les tribunes. La presse espagnole l'a également relayé puisqu'il appartient toujours au Real Madrid, disant Mourinho, lui non plus, ne peut rien faire avec Gareth Bale. Ouais, après Bale, c'est un peu Daniel Levy qui l'a ramené, le président de Tottenham, qui était vraiment, qui lui avait, pareil, c'est un peu comme les Italiens, il regardait plus les matchs de Bale depuis qu'il était parti de Tottenham, et du coup, il s'est dit, je vais ramener un peu le héros à la maison, mais c'était pas vraiment un choix de Mourinho qui du coup s'est retrouvé un peu le subir. Et une fois que tu as Gareth Bale dans ton vestiaire, si tu le gères pas correctement, ça peut vite tout pourrir. Donc honnêtement, je pense que en fait, le principal problème de Mourinho, c'est ça, c'est qu'il peut pas gérer des stars. Et comme disait Manu, c'est pas non plus un mec qui va gérer des jeunes joueurs et les faire progresser. Donc quelle est ta stratégie quand tu as Mourinho entraîneur? Il faut que tu recrutes des gars déjà expérimentés mais qui soient pas trop forts, pas trop des stars. Donc du coup, ça te limite quand même vachement sportivement. Je vous montre là parce que ce que disait Manu était intéressant sur l'approche sentimentale auprès des supporters. Il est fort pour ça, Mourinho. Il est très fort pour ça. Regardez, ça c'est ce matin dans la Gazette. Mourinho sur le petit Vespa là, photomontage magnifique avec l'écharpe couleur logique rouge et jaune à la romaine. Vous voyez que ça rappelle des affiches de Cinoche du Mourinho qui arrive. C'est un beau film de ciné. C'est une belle, il y a une belle histoire. Magnifique. Et je vous montre deux choses là-dessus qui sont vraiment intéressantes. Ici, le petit médaillon, vous n'allez pas voir, mais je vais vous le grossir. Et ici, on va encore plus loin sur toujours ce côté mercato avec les joueurs éventuellement qui pourraient et seraient susceptibles d'arriver et de sortir de l'AS Roma. Le petit médaillon, c'était ça. Regardez, il a commandé une nouvelle coque pour son téléphone qu'il a postée immédiatement sur Instagram dès qu'il l'a reçue. Elle est ici, vous la voyez, aux couleurs de l'AS Roma, vous vous en doutez, avec ses initiales comme sur sa petite pochette là. Moi, je me demande s'il l'a acheté pour l'occasion ou s'il en a déjà une de chaque club qu'il a en préparation. Il a une panoplie avec toutes les couleurs européennes. Mais ça, il sait faire, vous voyez, c'est sur son compte officiel Instagram. Il est très fort pour ça. Et en complément sur le niveau sportif, voici pour allonger ce qu'on avait avancé tout à l'heure, les joueurs hockey et les joueurs KO. Hockey, donc il y aurait du Dzeko qui resterait. Smalling qui pourtant, avant l'arrivée de Mourinho, on disait House dehors après le match face à Manchester United. Pedro qui resterait également, mais dehors Mirante, Fazio et Pastore. Je crois qu'il a passé 20 coups de téléphone depuis qu'il a eu la nouvelle de Mourinho qui arrive. Il va partir absolument. Oh le pauvre, il y a ses mollets qui ont encore sifflé. Pour aller plus loin dans le mercato, vous pensez quoi de ça là? Bah déjà, c'est une bonne chose si la Roma peut garder Dzeko parce que ça reste un. Toi, tu es partisan de. Oui, j'aime beaucoup ce joueur. Même s'il a 55 ans. Même s'il a 55 ans, je trouve que dans le jeu, il continue à faire de belles choses. J'aime beaucoup ce joueur. Il a énormément de QI football.
qui peut se rapprocher d'un joueur comme Kane dans l'idée de jeu, hein, pas dans le niveau. Même si Dzeko à un moment aurait pu en faire partie de ces très très grands joueurs. Mais il n'a pas passé le cap, notamment à City. Mais déjà, c'est une bonne chose si la Roma garde Dzeko. Ouais. 7 buts cette saison en Serie A. 7 buts, Dzeko ? 7 buts, ouais, en 24 matchs. À noter que le match entre Liverpool et Southampton est parti. 0-0 pour l'instant, après 8 grosses minutes de jeu. 8 minutes, merci Tom. Pastore, c'est devenu un joueur de série B. Ça me fait mal de le dire. C'est EAO qui nous dit ça. EAO, futur chroniqueur, qui va venir dans l'émission, un de ces quatre. D'ailleurs, il se fait un peu brancher par les autres. Dzeko pèse énormément sur les défenses. Il lui faut un bon attaquant avec lui, un jeune plus vif pour tourner autour de lui. C'est Clézouille qui nous dit ça également. Continuez à nous donner votre avis là-dessus. Sur cette valse des entraîneurs, je voulais également avoir votre avis, parce que l'Italie est en train de vivre un véritable séisme. C'est profond, avec pas mal de choses qui se jouent en sous-main. Vous voyez que ça, c'était avant le tremblement de terre, puisqu'on nous annonçait donc Sarri arrivant. Là, il y a la fameuse, vous le savez, retour d'Allegri du côté de la Juve. Il y a l'ami Gattuso qui va se faire éjecter du Napoli, et Spalletti qui va arriver. Quid de Conte? Parce que finalement, même s'il est champion, ce que Zhang a annoncé comme baisse économique, va-t-il avoir une équipe compétitive pour la saison prochaine et pour la Ligue des Champions? C'est loin d'être sûr. Donc est-ce que Conte va rester? Et finalement, que va faire Sarri? Il avait signé, il est arrivé, il pensait ça y est que c'était réglé. Serie A aux Premières Ligues. Il y a une valse là des entraîneurs qui s'annonce qui va être absolument incroyable. Hein. Parce qu'il y a une valse des directeurs sportifs aussi, et que tous sont à peu près chaque entraîneur est en lien avec un directeur sportif. La possibilité de voir Conte revenir à la Juventus Turin, c'était peut-être de la science-fiction il y a 2-3 semaines. Ça peut devenir quelque chose de réalité. Alors que Conte, il y a eu dans la presse italienne ces dernières semaines beaucoup de comparaisons entre l'Inter de Conte et l'Inter de Trapattoni d'il y a une vingtaine d'années, c'est quand même un très très beau compliment. Donc non, il va se passer des choses cet été, je pense. Après, on sait qu'en Italie, ils sont coutumiers de revenir là où ils sont déjà passés, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Ça arrive souvent, mais quand je vois le fait que potentiellement Conte se retrouve sur le marché, quand je suis l'AS Roma, je me dis que si je fais venir Conte à la place de Mourinho, c'est tout gagné en fait. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais la dernière expérience de Mourinho, on a parlé de ses échecs de manière globale, mais à Tottenham, c'est quand même le pire Mourinho, je pense, qu'on n'a jamais vu. Ouais. Et on est sur un Mourinho carrément qui renie ses propres principes. Il y avait une anecdote qui avait été relayée par The Athletic, le média britannique, qui racontait la mi-temps du match entre City et Tottenham en février dernier, où Tottenham est mené 1-0, n'a pas fait un seul tir cadré dans la première mi-temps, et en rentrant au vestiaire, Mourinho dit c'est bien, continuer comme ça. Et il y a même un joueur qui a dit vraiment, vous trouvez ça bien là? Et donc il a perdu notamment le vestiaire en partie ce jour-là. Et on se dit que si tu viens avec ces idées-là en Italie, comment tu vas faire fonctionner une équipe de l'AS Rome qui aujourd'hui n'est pas au top et n'est même pas dans la bagarre pour la Ligue des Champions? Comment, avec des idées comme ça, ou avec aussi peu d'idées plutôt, tu vas réussir à les faire revenir, se bagarrer pour le top 4 quand tu vois la nouvelle forme de l'Inter, la Juve qui reste la Juve, le Milan qui a fait aussi une très belle saison, Naples qui est toujours là. Je veux dire, je comprends pas comment la Roma peut espérer revenir dans le top 4 avec un entraîneur comme Mourinho. Il y a peut-être un nom dont on n'a pas parlé, mais Alex, tu dois avoir plus d'infos que nous, c'est Zinedine Zidane. S'il re-signe ou pas du côté de... que sa tête, elle soit pas quelque part là. Du côté du Real, vraisemblablement, les signaux ont l'air positifs pour qu'il reste au Real, mais ça peut être une solution de choix pour la Juve, et on sait que forcément il y a un attachement aussi du côté de Zinedine Zidane. On en parlera bien évidemment parce que oui, effectivement que c'est une possibilité pour l'entraîneur français du Real Madrid de retrouver ce club dont il a porté les couleurs. On continue à échanger sur ce thème. On va passer tranquillement à notre deuxième thème avec un œil sur le match de Liverpool. Ça se passe comment, Tom? Eh ben écoute, toujours 0-0, pas beaucoup d'action. Franchement, c'est pas un super match, je vais pas te cacher, mais c'est un match important pour Liverpool parce que bon, on sait que la Ligue des Champions, ça va être très compliqué pour se qualifier cette saison, mais par contre, il y a toujours l'Europa League à aller chercher, donc il faut absolument gagner ce match. Tu pourrais jeter un coup d'œil juste sur la compo de Liverpool pour bien sûr. Alors j'ai vu qu'il y avait Diogo Jota titulaire en attaque et pas Firmino. Il y a aussi Thiago Alcantara qui est titulaire. Sinon, ça reste la même chose que d'habitude. On en vient au Paris Saint-Germain. Deuxième thème de la soirée, le PSG, on l'a initié tout à l'heure avec la fameuse information sur Neymar. C'était la une de l'équipe également, ce jour de prolongation en ce samedi 8 mai. C'est donc fait, prolongation jusqu'en 2025. On vient d'en parler dans le récap avec Genius, avec toute l'équipe de First Team pour donner un premier avis. On va retrouver dans quelques instants également Pablo Polo du quotidien Marca qui va
nous donner ses dernières informations sur Kylian Mbappé, parce qu'on attend également les clés du futur de Kylian Mbappé. Votre avis sur la prolongation de Neymar? Est-ce que vous avez donné déjà quelques prémices tout à l'heure? Est-ce que c'est un bon coup pour Paris, vraiment? Est-ce que c'est un bon coup pour Paris aujourd'hui, sportivement, de garder Neymar? Oui, forcément. Forcément, je vois pas comment ça peut ne pas être un bon coup, moi. Pour moi, on parle d'un joueur qui est dans les 3-4 meilleurs du monde. Si tu me dis que tu as fait une bonne affaire en le laissant partir, je comprends pas. Après, on peut discuter du point de vue de Neymar. Est-ce que lui, il a bien fait de rester à Paris? Mais de la part de Paris, je trouve que c'était crucial de le garder. Et c'est un énorme coup d'avoir réussi à le convaincre, parce qu'en effet, c'était pas gagné. De convaincre un joueur comme Neymar, qui est venu, qui est resté déjà 4 saisons, qui n'a pas gagné la Ligue des Champions à Paris, de lui dire re-signe, là c'est tes meilleures années, maintenant si tu restes là, en gros, il n'y aura plus de grands départs à Barcelone ou ailleurs. Je trouve que c'est assez énorme de la part de Paris. Ouais. Neymar, c'est un grand joueur. On est tous d'accord là-dessus autour de ce plateau. C'est un très grand joueur. C'est le type de joueur qui, comme le veut l'expression, nous fait payer un ticket pour aller au stade et aller voir du football et nous régale quand il a son meilleur niveau. Moi, l'enseignement principal de cette semaine, quand je regarde la Ligue des Champions et l'élimination contre Manchester City, quand j'ai vu City, j'ai vu des individualités au service du collectif. Et c'est là où je mets un point d'interrogation autour de Neymar. C'est quel Neymar on va avoir au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. Est-ce que c'est un Neymar qui a toutes les libertés? Est-ce que c'est un Neymar qui ne sera pas toxique pour l'environnement du club? Tu trouves qu'il est toxique, toi, pour le vestiaire, sur le terrain? Est-ce que c'est un Neymar qui va se battre pour le collectif? Et quelque part, quand on voit ce qui était à l'époque la valeur marchande de Neymar, là je vais jouer un peu au banquier, on va sortir un petit peu du foot. Quand on voit la valeur marchande de Neymar qui est moindre que les 220 millions qui avaient été payés à l'époque, je me dis qu'il y a certains joueurs peut-être un peu moins ronflant, peut-être avec un aspect marketing, merchandising moins important. Mais aujourd'hui, je préfère De Bruyne à Neymar, par exemple. Sa valeur est estimée à 110 millions d'euros actuellement. Ah, oui, il a une valeur en baisse, c'est clair, Neymar. Mais pour le PSG, dans l'image, c'est impossible de te séparer de Neymar. Aujourd'hui, ce serait vu comme un véritable échec. La Ligue des Champions n'est pas gagnée. Tu l'as pris pour gagner la Ligue des Champions, donc tu ne peux pas te séparer de Neymar. Maintenant, moi, quand je regarde un match du PSG, je me dis que c'est un génie absolu et qu'il faut le garder lui. Et l'autre match, je n'en peux plus de lui. Tu crois qu'il Paris serait meilleur sans Neymar? C'est quoi? Je vais donner 2 contre-exemples. Marseille 91. Il y a Papin et tu as son nom m'échappe. Je suis désolé, c'est les Lumières et compagnie. Waddle. 93, tu gagnes la Ligue des Champions sans Waddle, sans Jean-Pierre Papin. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'ils sont pas là que tu gagnes? Autre exemple. Non, c'est parce que tu l'as gagné. L'attention est mise sur le collectif. Mais si parce que l'attention Papin et Waddle en 93, tu gagnes pas la Ligue des Champions? Je ne sais pas, mais ce que je te dis, c'est que sans ces deux garçons-là, tu as gagné la Ligue des Champions en 93. Autre époque, la Juventus lâche Zinedine Zidane en 2001. Qu'est-ce qu'ils achètent derrière? Nedved, Buffon et Thuram. Ok? Et derrière, et personne n'a dit wow, ce move est catastrophique, quelle image on a renvoyée en cédant Zinedine Zidane. Mais déjà, tu le cèdes en faisant le transfert le plus gros de l'histoire à l'époque. Donc, c'est pas comme lâcher Neymar aujourd'hui et lâcher pour la moitié de ce que tu as payé. Attends, Neymar n'est pas Zidane en 2001. Hein. Ouais, mais c'est l'autre chose que j'ai oublié de préciser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas obligé de garder Neymar. Mais en termes d'image, c'est pas pareil de lâcher le joueur qui est le centre de ton projet pour la moitié de ce que tu as payé. Marketing, merchandising. Oui, mais c'est aussi une image que tu envoies au reste de l'effectif et à tous ceux qui bossent au PSG. Si tu lâches ta star, déjà que tu as des doutes sur le fait que Mbappé va rester, si en plus tu lâches Neymar au début de l'été, déjà tu mets en péril la prolongation potentielle de Mbappé qui va se dire ok, Paris revoit ses ambitions à la baisse, est-ce que je fais bien de rester? C'est pas sûr, peut-être qu'il aura les clés du camion et les responsabilités qu'il demande depuis des années. Tu crois? Moi, je pense que tu peux pas être moins bon en se faisant l'avocat du diable. Intéressant ce qu'avance aussi Manu là-dessus, parce qu'on avait montré ça, souvenez-vous, c'était lors de l'affrontement face à Manchester City, dans ce match retour de Ligue des Champions, on avait montré le tableau des transferts des deux clubs depuis le rachat par leurs actionnaires actuels, par QSI depuis 2011 avec le Paris Saint-Germain, à hauteur de 1,3 milliard d'euros d'achat. Neymar, donc 220 bars, Mbappé 180, et ensuite il y a tous ceux à 60, 70, avec les Cavani, Di Maria, Icardi. Stratégie différente côté Emirati avec Manchester City depuis 2008. 2 milliards, vous le voyez, mais avec des achats entre, on va dire, 60 et 80, beaucoup par année, beaucoup par ligne, avec pas mal d'échecs aussi, mais on a pu épurer, mais surtout constituer un groupe, une masse, avec un niveau
plus équivalent, moins nivelant, et c'est sans doute ce qui a fait la différence dans cette demi-finale retour, avec une profondeur de banc pour Manchester City qui était largement cohérente. On l'avait vu face à Crystal Palace dans le match qui avait précédé ce match face à Paris, où Guardiola avait préservé tous les siens, et il a fait rentrer l'équipe B qui était juste une équipe de fous furieux. Est-ce que, je me fais l'avocat du diable, est-ce que vendre Neymar entre 100 et 200 bars te permet pas d'avoir un nouvel élan dans ta stratégie sportive, d'aller prendre escouade à 60-70 pour avoir une équipe? Tu feras pas venir De Bruyne, je pense. Manu, il croit qu'on est sur Amazon et qu'il y a un prix à côté de De Bruyne et que tu l'achètes et qu'il vient. Non, De Bruyne, tu l'as pas. Justement, je te dis, le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'aujourd'hui, faire un transfert buzz, en allant faire venir des stars au Paris Saint-Germain, on le voit avec Neymar, on le voit avec Mbappé, c'est pas tant un problème que ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le PSG fasse des recrues comme Diaz, comme Cancelo. C'est-à-dire des garçons moins ronflants, mais par contre, quand ils sont sur le terrain, il y a cet esprit collectif, ils bonifient le collectif, et quelque part, tu crées aussi des valeurs marchandes. Tu parles de joueurs défensifs, c'est une réflexion complètement différente. Oui, mais on va y venir tout à l'heure, mais il y a un problème positif chez les joueurs défensifs. Oui, je te dis pas qu'il en faut pas, mais il faut quand même que tu aies des mecs devant, et les mecs devant auront toujours un peu plus ce côté perso de toute façon. Alors évidemment, tu peux trouver quelques exceptions, et De Bruyne, ça va être un meneur de jeu un peu différent de Neymar, peut-être plus collectif, clairement plus collectif, mais qui aussi, De Bruyne, aujourd'hui, tu peux pas le sortir de City. En tout cas, les gars, de l'acheter. Les gars, juste pour vous donner un peu des billes, dans le chat, on pense que c'est un bon coup à 64%, et il y a 2 commentaires intéressants. Il y a Viken himself qui dit le problème c'est pas Neymar, c'est les joueurs autour qui ne le permettent pas d'utiliser pleinement son potentiel. Il y a Tigoku qui dit que Neymar c'est pas un bon meneur de jeu, il n'est pas fait pour être la star d'une équipe. Voilà. C'est intéressant, mais en fait, faut savoir aussi quel Neymar va prolonger au PSG. Si c'est un Neymar tourné vers le collectif, etc., c'est un Neymar absolument exceptionnel. Mais si c'est le Neymar qu'on a vu contre City, c'est un très mauvais choix. C'est un Neymar qui oublie complètement ses équipiers. C'est un Neymar qui veut faire la différence tout seul. Donc c'est un Neymar insupportable et qui ne permet pas à ses équipiers de vivre. Et le premier d'entre eux, c'est notamment Icardi. Sur 60 appels, il va recevoir 2 fois le ballon. Donc c'est difficile d'exister. Il faut voir les appels, ceux contre City. Bliki qui nous dit le PSG n'a pas assez de profondeur de banc. Lâcher des millions pour 2 stars, c'est bien. Lâcher des millions pour construire un banc et un collectif sur plusieurs années, c'est mieux. C'est ce qu'on évoquait sur la stratégie différente là entre Paris et City. C'est un peu contre ton plan du coup. Mais déjà, le problème, c'est que je suis d'accord, la profondeur de banc de Paris, elle n'est pas suffisante. T'es pas au niveau de City, du Bayern ou même d'autres clubs européens. Mais construire un banc, ça prend tellement de temps. T'es satisfait, Robin, du Neymar que tu vois au Paris Saint-Germain depuis 2017? Est-ce que t'es satisfait du temps de présence? Non, mais alors lorsqu'il est présent, ce qu'il propose. Non, parce que moi, je veux des résultats intéressants quand même au final. Non, t'as des résultats. Une finale, une demi-finale Ligue des Champions. D'accord. Non, mais oui, d'accord, ok. Là-dessus, t'as raison. Là-dessus, t'as raison. Mais est-ce que c'est que Neymar? Non, mais est-ce que c'est que Neymar? Parce que je suis désolé. Bah, attends, s'il perd, c'est sa faute. Mais s'il gagne, c'est pas sa faute. Non, mais attends, j'entends ce que tu dis, mais ce que je veux dire par là, c'est franchement, on peut pas se satisfaire du Neymar qu'on voit depuis 2017. Alors, je veux bien qu'on garde des très très bons souvenirs de Neymar au Barça, de Neymar parfois avec le Brésil, etc., etc. Depuis 2017, je suis désolé. Ce n'est pas le leader que le Paris Saint-Germain. Parce que souvent Manu, il a été absent. On est tu pointes ça, mais ça c'est pas de sa faute d'être blessé. Ah bon? Bah, je pense quand tu te fais péter le pied, c'est pas toi. Ah bon? C'est bien qu'il y a un mec qui t'a marché dessus. Il a manqué 101 rencontres. Il est parti poker à 2h du matin, les télénovelas à 5h du matin, et les soirées à Paris, etc. C'est là où une autre question. Tu parles de la vie de Robin là. Voilà, c'est parce que toi tu sors beaucoup, tu me poses, mais moi je jamais vu. Mais si tu veux, je sors beaucoup, mais je suis pas joueur de foot, donc ça à la limite, tant que je peux concilier une émission en plateau et une soirée derrière, il n'y a pas de souci. Je dirais pas si c'est sur l'alcool, t'inquiète. Mais ce que je veux dire par là, c'est il y a une autre question quand même qui se pose, et c'est le message de Tom qui m'a fait penser aussi, c'est quel encadrement pour Neymar. Et c'est là où on va voir aussi si le Paris Saint-Germain est réellement un grand club. Il ne s'agit pas d'acheter des stars pour dire on est les plus grands du monde. Il s'agit aussi de les encadrer, de les emmener et d'avoir, on dit beaucoup, c'est-à-dire est-ce que le PSG est une grande institution ou pas? Et on aura peut-être une réponse dans les années à venir. Ça envoie sur le chat, hein. Tom, je te laisse faire un peu de. Je me régale. Mais ça envoie pas mal. Nico, en régie, tu me fais part quand notre confrère allemand est avec nous. Et Pablo est déjà arrivé. Ok, ben on va peut-être aller faire le point avec Pablo du coup. Pablo, ¿estás con nosotros? Oui. Magnifico. Pablo, comment vas-tu? Très bien, très bien. Camisa blanca, como siempre, esto me gusta. La chemise de Manu. Hein. Bien sûr, magnifique. Magnifique. Bon, Pablo, la première chose, peut-être avant d'entrer dans le thème là avec nous sur le mercato du PSG, donne-nous ton regard, puisqu'on parlera demain du match entre le Real Madrid et Séville. Rapidement, ton regard sur le match qui s'est terminé entre Barcelone et l'Atlético, ce 0-0. Qu'en pense Marca? Bon,
je pense que l'Atlético méritait peut-être la victoire. C'est un bon résultat. Je pense que c'est le Real qui gagne, évidemment. C'est un résultat très intéressant pour le Real Madrid. Mais je pense que entre Barça et Atlético Madrid, vraiment, c'est Atlético Madrid qui a montré envie ou être favori pour gagner la Liga. On n'a pas vu un Barça vraiment avec l'ambition, avec l'envie de gagner. Il y a à mon avis, une petite déception du côté des Barça. Le Real a les cartes en main. Je me rappelle de ce titre là de Marca cette semaine où vous disiez una vela, une bougie et un poker, les 4 victoires. Voilà les conditions pour remporter cette Liga. Il fallait la bougie pour espérer croire à ce match nul. Il y a match nul avec ce 0-0 et donc les cartes en main du Real Madrid avec ce poker à réaliser. 4 victoires sur les 4 derniers matchs. Pablo, tu penses que Madrid peut aller chercher ça ? Oui, il a fait beaucoup mieux l'année dernière. Je pense que c'est vrai que le Real n'est pas au niveau de dernier match de l'année passée, qu'il a été capable de remporter 10 victoires consécutives. Mais en tout cas, c'est vrai que le résultat d'aujourd'hui lui permet au Real Madrid, même si le Real demain fait un match nul, il sera encore avec de la chance il aura encore chance de gagner le championnat, même que Tigres sera évidemment favori parce qu'il restera premier au classement. Mais je pense que le Real, il est favori demain, il devrait gagner. Même s'il y a des joueurs blessés importants comme Mendy, je dirais surtout l'absence de Mendy est très importante pour le Real parce qu'on a vu déjà que le côté gauche, c'est compliqué de remplir les joueurs français. Mais en tout cas, il y a Benzema, il y a Valverde qui est revenu. Et je pense que le Real est obligé de prendre les 3 points. Pablo, le Paris Saint-Germain, c'était notre thème du soir avec la prolongation de Neymar en faveur du PSG jusqu'en 2025. On va maintenant être à ton écoute parce qu'on veut savoir ce que va faire Mbappé. Est-ce que d'après toi, selon les informations qui filtrent en Espagne, à Madrid et dans le quotidien Marca, qu'on va suivre attentivement demain matin encore, et je pense à la une du Parisien il y a quelques jours, avec Mbappé et son visage, la tentation du départ. Est-ce qu'avec les derniers éléments qui sont en ta possession, Mbappé pourrait quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid ? Oui, je pense parce que, évidemment, le fait qu'il n'a pas encore répondu à l'offre de prolongation du PSG, ça veut dire quelque chose. Mais c'est évident que ça dépend de Kylian. Le Real Madrid est prêt. Le Real Madrid attend la réponse et la décision de Kylian. Et le Real sait que le Real filtre que Kylian veut jouer au Real Madrid. La question c'est si ça sera cette année ou l'année prochaine, mais c'est vrai que s'il y a une prolongation, ça sera difficile. Mais le Real, selon mon info, est optimiste. Il pense que Kylian a pris une décision de quitter PSG et jouer au Real Madrid. C'est vrai que c'est la pression du Real Madrid. Si tu me demandes, évidemment, moi je ne suis pas 100% sûr que Kylian va quitter le PSG. Je parle du côté du Real Madrid. Le Real Madrid pense que Kylian est décidé à quitter le PSG et a décidé de jouer au Real Madrid. Et le Real Madrid est sûr qu'il a besoin d'un attaquant. Et la première option, évidemment, c'est Kylian Mbappé. Après, il y a Haaland, c'est vrai, la deuxième option du Real Madrid. Mais Florentino Pérez pense que le profil idéal pour venir au Real Madrid, c'est celui de Kylian Mbappé. Là, tu me tends la perche parce qu'effectivement, sur ces dernières années, les dernières fenêtres de Mercato, il y avait souvent une dissonance entre Zizou d'un côté et Florentino de l'autre, sur les choix dans ces Mercato. Là, tu as l'impression qu'ils sont à l'unisson sur le profil Mbappé et Zizou et Pérez pour aller le chercher ? Oui, mais il y a une question qu'il faut dire et qu'il faut souligner évidemment. Ils sont d'accord que Kylian Mbappé est le joueur idéal pour venir au Real Madrid. Mais est-ce que Zidane va rester au Real Madrid ? Ça c'est la question qu'il faut se poser aussi. Et si ça va dépendre aussi de la décision de Kylian Mbappé, parce que moi j'ai l'impression que si Zidane ne gagne pas le championnat espagnol, peut-être il décide de quitter le Real Madrid. Et je suis inquiet, évidemment, si vous écoutez la conférence de presse de Zidane aujourd'hui, évidemment, ce matin, on ne peut pas dire, évidemment, 100% que Zidane va rester au Real Madrid. Ça, c'est mon impression, après d'écouter Zinedine Zidane à la conférence de presse. Alors, donne-moi ton... Alors là, on est en mode opinion et non-information. Opinion, Pablo Polo pense que Zizou
quitte le Real Madrid la saison prochaine? Je pense que oui, il va le faire. C'est mon opinion. Hein. Oui, opinion, pas information, opinion. Je n'ai pas l'info mais mon impression, c'est que s'il gagne la Liga, il y aura des chances de rester, Zidane. Mais si Zidane, finalement, ne gagne pas la Liga, je pense qu'il va décider de quitter le Real Madrid. Avant de te laisser, Pablo, la dernière information que vous avez filtrée également, le quotidien Marca, sur Eden Hazard. Hazard est finalement sur le marché, le Real Madrid. Là, il y a dissonance entre Florentino Pérez et Zizou, puisque Zizou a toujours été le grand défenseur d'Eden Hazard. Même durant les derniers jours, il l'a titularisé dans ce match face à Chelsea. Ça l'a desservi, puisque les critiques ont été très sévères sur le choix de titulariser Hazard, Ramos et Mendy. Vraisemblablement, là, le Real a dit terminé, ça suffit, et Hazard serait sur la liste des transferts pour le prochain mercato. Oui, selon notre confrère de Marca, il a publié évidemment cette info et ça ne m'étonne pas évidemment que Hazard soit sur le marché. Mais la question c'est que maintenant, ça va être difficile de vendre Eden Hazard. C'est un joueur qui a coûté 100 millions et plus objectif, il y avait presque 130 millions d'euros. Combien d'argent, selon les Calcium et Transfer Market, le site de marché du football, je pense qu'il coûte environ 35 millions maintenant. Je pense que ce n'est pas un grand business du Real Madrid faire vendre Hazard. Mais évidemment, si le Real veut acheter Mbappé, il va falloir vendre deux joueurs pour prendre l'argent et acheter Mbappé. Parce que Mbappé, évidemment, ça va être cher. Ça, c'est sûr. Hein. Pablo, demain soir, 20h30, on se retrouve. Tu es d'accord ? Oui, bien sûr. Magnifique. Bien Je vous sûr. rappelle à tous que Pablo sera avec nous, grande plume du plus gros quotidien espagnol, tout confondu, hein, parce que Marca est la plus grande publication en Espagne. Pablo sera avec nous pour nous donner toutes les dernières informations à partir de 20h30. On va faire une grande soirée viewing demain. Real Madrid face à Séville. Merci Tom. Et au passage, on a vu fin de l'état d'urgence ce soir en Espagne, hein, Pablo. Fin de l'état d'urgence. Oui. Ça y est, on peut circuler tranquillement. Oui, mais vous savez qu'en Espagne, c'est difficile à comprendre. Son état d'urgence, ça, vraiment, c'est compliqué parce qu'il y a toutes des communautés des provinces en Madrid qui gèrent le Covid, que c'est compliqué de comprendre maintenant qu'est-ce qui va se passer. C'est pas comme la France qu'il y a... Je confirme. J'étais à Madrid il y a 2 semaines. Il n'y avait pas vraiment de couvre-feu, 23h, mais restaurant ouvert, tout allait bien. Hein. Pablo, qu'est-ce qu'on mange ce soir à Madrid ? En tout cas, les restaurants vont rester ouverts jusqu'à minuit. Minuit, ils vont fermer. Voilà, donc on va venir à Madrid. Qu'est-ce qu'on mange ce soir à Madrid? Là, tu manges quoi ce soir? Moi, une petite salade et pas grand-chose, parce que je suis chez moi et je suis tranquille et je ne veux pas sortir aujourd'hui. Je suis avec la famille. Régimen casero. Oui, voilà. Magnifique. Pablo Polo avec nous, grande plume du quotidien espagnol Marca. Pablo, mille merci et à demain soir 20h30 pour le point sur le match du Real Madrid face à Séville. Merci Pablo. À demain. Merci beaucoup. On revient direct, Alex. Quand même, on suit le match de Liverpool et Mané a marqué sur un super centre de Salah. On sait que Mané est en délicatesse un peu cette saison, donc ça va lui faire du bien. C'est son 9e but et Liverpool est donc bien dans la course à l'Europa League. Temps de jeu, 31e minute. 31e minute, Liverpool 1-0. On revient à notre débat avec le Paris Saint-Germain. Et donc, vous avez entendu ces infos, il y a pas mal de choses là. Hein, ça s'appelle Mbappé Kylian à Madrid, donc ils sont déjà très non, mais ça semble être le coup là de, ça y est, le Galactique, le nouveau Galactique attend Florentino Pérez depuis des années. Ça fait 3 ans qu'il ne lâche rien sur les marchés des transferts, ce qui vaut d'ailleurs une santé économique assez convenable au Real Madrid. On mettrait tout le pactole sur Kylian Mbappé. C'est lui qui a les clés de ce transfert, très clairement, parce qu'il lui reste qu'une seule année de contrat, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, c'est assez étonnant d'avoir l'opinion espagnole. C'est même intéressant d'avoir l'opinion espagnole, parce que l'opinion française, alors est-ce que c'est parce que justement QSI, la com QSI, on va dire, qui se met en route, nous dit depuis 2 jours que Mbappé ne partira pas avant 2022 et que l'idée c'est de sécuriser, de prolonger ce contrat avec un accord entre guillemets tacite pour pouvoir déjà gagner de l'argent sur ce transfert et laisser partir après la Coupe du Monde du côté du Qatar. Vous l'avez bien sûr compris. Donc moi, je pense que la vraie question pour Kylian Mbappé, c'est aussi de se demander est-ce qu'en restant en Ligue 1, je continue à progresser. C'est le procès qui lui a été fait lorsqu'il était un petit peu en délicatesse en début de saison. Et ça, c'est la vraie question qui va se poser. On a vu aussi un Mbappé un petit peu irrité par certaines réactions, par un certain traitement aussi également de son cas ces dernières semaines. La tentation de l'étranger peut être grande, mais Pablo l'a dit, je pense que c'est vraiment la question centrale, c'est savoir quel sera le projet sportif du côté du Real. C'est-à-dire quel entraîneur, quel jeu, quelle équipe. Et ça, c'est lié aussi également au fait que Zidane reste ou pas. Merci, monsieur Nico. Je mélange les questions là parce qu'on nous propose. Il y a Kefa 813 qui, à l'écoute de Pablo Polo, nous dit pourquoi Paris ne tenterait pas le coup Hazard. Ça avait été sur les tablettes il y a quelque temps. Ça ferait à moins de 50 millions. On serait autour de 40 millions. Il serait à 40 millions selon Transfermarkt. 40 millions. Est-ce que vous prendriez aujourd'hui Hazard ? À 40 millions, je le prends. 40 millions, tu prends Hazard à Paris. Ouais, il a eu beaucoup de pépins physiques à Madrid, mais moi je me rappelle du joueur que c'était à Chelsea. Pourquoi il serait incapable de redevenir ce joueur-là? Il est dans ses belles années, il n'y a pas de question. À la place de qui ou en complément de qui? Puisqu'on parlait tout à l'heure de banc du côté du Paris Saint-Germain. Si tu joues avec Di Maria à droite et que Neymar tu le places en 10, tu peux avoir Hazard à gauche. Et même si tu décides de passer entre guillemets par exemple de Di Maria pour avoir Hazard et Neymar sur les côtés, ça a aussi de la gueule. Alors pour moi c'est un peu dommage de mettre Di Maria sur le banc, mais je pense que les trois peuvent cohabiter derrière un numéro 9 qui doit forcément être un numéro 9 de qualité. Je pense que si Mbappé part, il faudra le remplacer par un grand attaquant. Ce qu'il y a au PSG aujourd'hui, ça fera pas l'affaire. Moïse Kean, pour moi, ça peut être un très bon remplaçant, mais pas un numéro 1. Donc après, c'est sûr qu'au niveau du plan de jeu, si tu as Hazard, Di Maria, Neymar plus un numéro 9, va falloir penser à qui défend. Dans le contexte parisien, ça fait peur, Hazard, quand même. Hein. Ouais, voilà. Je veux dire, dans une grande institution comme le Real Madrid, quand on voit le travail invisible qu'il a pu fournir et qui était absolument presque négatif, j'ai peur de le retrouver dans un vestiaire comme celui-ci, avec certaines habitudes qui ont été prises. Match retour. Exactement. Voilà, le joueur, encore une fois, il a connu beaucoup d'entraîneurs différents à Chelsea, ça s'est toujours bien passé à Chelsea. Et le Real, c'est son seul échec, j'ai envie de dire. Mais il ne coûtera pas 40 millions. Il coûtera jamais 40 millions, ça c'est sa valeur compte tenu de ses performances. Mais le Real, qui a dépensé plus de 100 millions sur lui, ne le vendra pas à 40 millions. Hazard, il est beaucoup blessé, c'est un joueur qui doute. Le PSG a besoin d'ailiers qui défendent. Ils ont déjà 3 joueurs avec Mbappé, Neymar, Di Maria, qui défensivement ont encore des choses à prouver, même si Di Maria, sur la dernière campagne de Ligue des Champions, est monté d'un cran de ce point de vue-là. Hazard n'est pas forcément le profil dont a besoin le PSG au poste d'ailier gauche ou droit, ça dépend où il sera. Il a été en échec aussi à Chelsea, et on le sait à chaque fois, Hazard est un joueur absolument formidable. C'est un mec qui nous a régalé en Ligue 1, c'est un mec qui nous a régalé partout où il est passé. Le seul souci, c'est a-t-il la volonté de travailler pour rester un joueur professionnel en forme? On l'a vu arriver au Real Madrid avec des kilos en trop. Malheureusement, on a dit ces petites failles qu'il y a dans l'institution Paris Saint-Germain, moi, me laisse un peu dubitatif sur le fait que Hazard puisse s'épanouir au PSG. Après, il connaît très bien la France, ça peut être un atout en plus. En tout cas, dans le chat, on n'en veut pas. Hein. Pour le moment, là, j'ai mis un sondage. À 80%, on dit sûrement pas Hazard à Paris. On n'est pas emballé du tout par l'idée. Oui, on nous dit que le frangin est meilleur aujourd'hui, que Torgan Hazard est meilleur que Eden aujourd'hui, en ce moment. Il a fait d'ailleurs un bon match à la place de Hollande aujourd'hui contre Leipzig. Il a fait un super match. Complément d'information sur le mercato du Paris Saint-Germain. On va les retrouver en Allemagne. Hardy Hasselbrück de Kicker qui est avec nous. Bonsoir Hardy. Bonsoir Alexandre. Merci d'être avec nous. Hardy, je pose déjà la question en amont parce que je sais qu'en Allemagne on mange tôt. C'est fini le dîner? Oui, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a mangé ce soir en Allemagne? Ah, des saucisses. Ah, magnifique. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Comme ça donne envie d'en manger. Avec quoi Hardy? Pas de salade, hein? Non. Que avec du pain. Saucisse pain. Magnifique. Un hot dog. Oui. Magnifique. Petit dessert ou pas petit dessert?
C'est un petit dessert. Oui, il faut finir par la petite note sucrée. Hardy, merci d'être avec nous une nouvelle fois. Grande plume de l'hebdomadaire Kicker. Hardy, je voulais t'interroger parce que on est en train de parler du mercato parisien, plusieurs profils là, et je voulais avoir ton avis sur ce qui se passe autour de Draxler, qui depuis 2 ans, était un joueur de complément pour le Paris Saint-Germain. Il était vraiment en instance de départ, en fin de contrat en juin prochain. Et l'arrivée de Pochettino a changé la donne. Il est entré dans les plans de Pochettino. Il l'a titularisé en Ligue des Champions 2 ans après. Il n'était plus titulaire depuis 2 ans en Ligue des Champions. Il a retrouvé un poste en mode un peu invité surprise. Il y avait des situations. Neymar n'était pas là, Keane n'était pas là, Di Maria revenait de blessure. Mais il l'a titularisé. Et là, ces derniers jours, on nous annonce qu'une offre de prolongation de contrat devrait être présentée à Draxler. Comment, en Allemagne, est vu Draxler aujourd'hui, lui qui a été l'un des capitaines de la Mannschaft? Bon, c'est difficile à dire parce que c'est vrai que lui, c'était un des plus grands talents qu'on avait en Allemagne. Parce qu'il a tous les atouts d'un joueur moderne, c'est-à-dire il est très rapide, il a une bonne technique, il a une belle frappe. Mais malheureusement, à Paris, il est hésitant, il se cache et à mon avis, il n'a pas des épaules, il n'a pas de jus pour s'enfoncer là-bas. C'est un joueur qui a 27 ans, Hardy. Est-ce qu'aujourd'hui, la scène allemande pourrait être une scène de retour pour lui, pour espérer rester dans les plans de Joachim Löw et plus tard d'Hansi Flick, le successeur de Löw à la tête de la Mannschaft? C'est difficile à dire parce que dernièrement, il n'était pas sélectionné de la part de Jogi Löw. Et le problème, c'est aussi que, bon, il est ni attaquant, il est ni milieu de terrain. Alors, c'est un joueur d'offensive, c'est vrai, mais il n'aime pas défendre. Alors, c'est difficile de le mettre dans une équipe moderne, parce que là, il faut travailler tout le monde. C'est toujours un joueur qui a été mis dans les éventuels trocs. C'est un nom qu'on a mis dans le sac pour les différents clubs en cas d'échange, en le plaçant comme une monnaie d'échange. Draxler, aujourd'hui, c'est un salaire à 7 millions d'euros du côté du Paris Saint-Germain, 600 000 bruts par mois pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est démesuré pour le talent actuel de Draxler? Est-ce que, selon toi, Hardy, il ferait bien d'accepter la prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, ou selon toi, Draxler, doit-il quitter Paris pour se relancer? Normalement, à mon avis, il doit se relancer ailleurs, mais en Bundesliga, il n'y a pas de club qui peut l'acheter, surtout avec le niveau de l'argent. Parce que même le Bayern a dit dans la semaine qu'ils ne vont pas acheter des joueurs pour l'année prochaine. Hardy, avant de te laisser, ton avis là, je le connais déjà un petit peu, mais ce 9e titre consécutif du Bayern Munich, avec cette victoire écrasante aujourd'hui, la défaite de Leipzig, ton avis sur cette saison globale du Bayern, en marge là, de notre débat Paris Saint-Germain. Flick s'en va, Salihamidzic qui va rester, l'institution Bayern inébranlable et un 9e titre consécutif. C'est la formation européenne la plus titrée du 21e siècle. Oui, ils vont gagner leur 10e titre consécutif l'an prochain, j'en suis sûr, parce que c'est une groupe qui a vachement faim. Quand on a vu Lewandowski cet après-midi, c'était magnifique. Il a marqué 3 buts encore et il va refaire le record de Gerd Müller. Magnifique. Hardy Hasselbroek avec nous en direct d'Allemagne, grande plume de l'hebdomadaire Kicker. Hardy, garde-moi quelques saucisses pour la semaine prochaine pour que je puisse dîner avec toi, hein, please.
Avec plaisir. Danke, Hardy, merci beaucoup. Et bonne fin de soirée. À très vite. À la semaine prochaine. On se tient informé sur l'information de la Bundesliga. Les amis, Draxler, vous le gardez à Paris ? 7 millions, 600 000 par mois. Non, ça m'étonne beaucoup de la part Polyvalent. du PSG. Ouais, expérience. Technique. Il a des atouts, mais justement, c'est une valeur marchande du coup. C'est une valeur marchande dont pour personne un joueur. Jusqu'à maintenant. Hein. Ouais, en fait, Draxler, c'est un esthète. Il a été vu comme ça depuis qu'il était tout jeune, mais il n'avait pas forcément le même profil d'ailleurs. À Schalke, il était beaucoup plus percutant. Moi, quand il arrive au PSG, j'imagine un ailier qui va amener de la vitesse, du centre, du dribble, et qui va être très très précis dans tout ce qu'il va faire. Aujourd'hui, Draxler, c'est presque plus un meneur de jeu, et des joueurs comme ça, le PSG en a déjà. Et donc, quand tu as besoin d'argent pour vendre des joueurs, c'était une valeur marchande intéressante. Maintenant, en ce qui concerne le choix de carrière pour Draxler, je suis Draxler, Mauricio Pochettino demande à ce que je reste. Je reste. Après, non, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Quand même. T'as Di Maria, Neymar qui joue plus ou moins à ton poste, t'as Mbappé devant. Oui, mais on parlait de profondeur de banc, on parlait de. Oui, mais du coup, s'il reste, il pourrait être remplaçant, quoi. Oui, mais s'il sait par exemple que sa route est barrée à l'international, que maintenant il ne sera plus appelé par Löw, puis Flick. Et il peut quand même avoir l'ambition d'être titulaire dans le club où il est, non ? Championnat allemand est quand même un super beau championnat avec des moyens. Avec on nous parle de Leipzig sur le voilà, chat. typiquement, moi, rappelez-vous de ce Tu passes qu'était. du PSG à Leipzig ? Ah bah je suis Draxler, oui, clairement. Moi je pense d'ailleurs que cette jeune génération d'Allemands archi talentueux ne sont peut-être pas des joueurs qui s'exportent tels qu'on les voit en tout cas dans beaucoup de championnats. Moi, le Draxler, avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain, c'était un joueur d'une classe incroyable. La polyvalence est un atout pour le Paris Saint-Germain. Donc d'un point de vue PSG, en effet, ça peut être un atout de le prolonger. D'un point de vue Draxler, pour retrouver le niveau qui était le sien, moi j'aimerais bien qu'il retourne en Allemagne et qu'on retrouve ce garçon épanoui. Après, paraît-il qu'il aime beaucoup Paris et qu'il est très attaché, qu'il les attache super bien ici, français, il s'est très bien intégré, mais tu recrutes Draxler en 2016. Et en 2017, tu prends Neymar, sachant que tu as déjà Di Maria. Oui, tu lui mets quand même un petit peu des bâtons dans les roues à Draxler. C'était évident, non, mais en tout cas, c'est pas illogique complètement que. Et jouant au poste de deux des plus grands joueurs à ces postes-là qu'on a aujourd'hui, il soit un peu bloqué. Donc après, ça dépend de son ambition à lui. L'ambition du club, c'est, moi je rejoins un peu Manu là-dessus. Je pense, on cherche à construire un club avec une profondeur, ok. On lui propose, c'est un mec quand même qui a entre 50 et 60 sélections, près de 80 matchs de Coupe d'Europe. C'est quand même des vrais talents. Capitaine de toutes les sélections inférieures de la Mannschaft. L'un des capitaines de Joachim Löw il y a encore quelques temps, avant qu'il disparaisse de cette sélection. Dans l'ambition de Paris, avoir un joueur d'une telle classe, c'est un joueur de classe mondiale. Si t'es Paris, tu le gardes. Mais si t'es Draxler... C'est ça. Oui, mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, ça voudrait dire que dans une ambition de carrière, de redevenir un numéro 1, on est bien d'accord, c'est ça un peu l'idée, hein, de redevenir un titulaire indiscutable dans un groupe sous le groupe de Paris. Et là, il y a deux mesures. Est-ce qu'on reste à Paris, confort, on prend ce salaire et on devient un joueur de complément et on peut éventuellement être champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain? Il y a deux poids, deux mesures. Hein. Tu peux avoir aussi l'ambition d'aller prendre la place de Di Maria. Mais Di Maria est tellement régulier avec le PSG et Draxler est tellement, j'ai envie de dire, le contraire de Di Maria, où il est capable de très bonnes choses, mais il y a aussi des matchs où il rentre automatique. Dis-moi, est-ce que tout ce qui est argentin, tu dis que c'est bien? Non. Un peu pour que je comprenne l'affaire. Non, pas du tout. Tu mets des points dans la boîte là. Même pas. Il sera célibataire après l'émission, après avoir dit ça. Parce que le garde du corps de Robin qui est en régie est argentin. Donc c'est pour vous dire un peu. Non, parce que si on parle d'Icardi, je vais être un peu plus mesuré. Non, mais il y a une place à prendre après devant, parce que là, on imagine qu'il prend la place de Di Maria. Mais en réalité, je pense que Mbappé, dans sa prolongation de contrat, demande aussi à jouer en pointe, avec un Di Maria donc à droite, un Neymar en 10, et donc il y a une place à gauche. Draxler a pas mal joué cette saison, et il peut aussi se dire qu'il y a une place à gauche qui se libère, vu que Mbappé va être remis en pointe. Alors, ça va être intéressant. Je continue dans nos débats là. Du coup, je vous pose la question. Qui vous sortez de Paris aujourd'hui? La liste est longue. J'ai pris des notes ce matin. On va sortir le parchemin. Qui vous sortez de Paris pour banquer? On est bien d'accord, hein, pour banquer et continuer dans ta construction. Qui tu sors de Paris? Le premier, c'est Icardi.
C'est une valeur marchande aujourd'hui très intéressante et qui plaît énormément en Italie. Donc je pense que Icardi aujourd'hui, il y a un billet à faire. Icardi. Kerrer. Ouais. Kerrer. Qui est peut-être pas une valeur marchande très intéressante. Pas grave. Il y a Atomic 45 qui est déjà d'accord avec toi. Les deux premiers noms cités, c'est ils partagent. Icardi. Je les amène moi-même du côté de Roissy. Kurzawa, je pense qu'on sera aussi à peu près tous d'accord. Non, Kurzawa. Oui, Oh, malheureusement, il a re-signé, c'est ça le problème. Oui, il a re-signé et c'est une bonne doublure derrière Bernat. Kurzawa. Bah si, c'est une bonne doublure, les gars. Il a relativement fait globalement des bons matchs depuis qu'il est de retour. En tant que doublure, Kurzawa est un bon joueur. Baker, du coup. Baker, typiquement, c'est un joueur, je pense, qui En tout cas, s'il reste pour jouer des matchs de Coupe de France au début. Mais le problème, c'est que tu vas pas faire beaucoup. Verratti, vous gardez pas. Je garde Verratti. Moi, je le vends. Moi, je le prends. Avec Manu, on était un peu d'accord sur Mourinho. Mais c'est hyper intéressant, moi je trouve, parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de discours qui ont changé sur Verratti, et des gens qui croyaient en lui, et dont je fais partie aussi. On a tendance à commencer à changer d'avis sur Verratti. Il a bientôt 40 ans, je rigole. Mais les Il a années les passent. poumons d'un homme Non, de mais 40 les années passent. Il était un fin limier de cette équipe du Paris Saint-Germain avec Thiago Motta et Blaise Matuidi. C'était pour moi le meilleur triptyque du Paris Saint-Germain de ces années QSI. On rêve encore la nuit. Très sincèrement. Aujourd'hui, quand ces hommes sont partis, lui, dépositaire du jeu, seul, on voit, enfin selon moi, on voit que finalement, il n'a pas cette niveau, cette plénitude internationale. Autant, techniquement, ok, machin, mais si on allie avec le physique et compagnie, quand vous regardez tous les milieux de terrain des grands clubs internationaux, les Casemiro, les Modric, les Kroos, et dans tous ces clubs-là, au Bayern Munich et compagnie, je n'ai pas cité uniquement le Real Madrid, pardon, mais les Kimmich et compagnie, tous ces joueurs-là ont une capacité physique à tenir les 40-50 matchs par saison. À date, Verratti n'a plus cette capacité-là, et cette capacité de meneur et de tenir, parce qu'on a vu dans les réflexions de la presse nationale ces derniers jours qu'il fallait aussi qu'en dehors du terrain, sur la concentration, le mental et autres, on tienne la barque. Aujourd'hui, je pense que celui qui coche tout dans la case négative par rapport à toutes ces questions-là, au milieu, je crois que c'est Verratti, les gars. Ouais, je crois que c'est Verratti. Et s'il y a sur le mercato une OP à faire aujourd'hui avec l'Italie, banco. Et prenons d'autres talents. Je dirais pas mieux que ce que tu viens de dire, Alex. D'autant plus que je pense que là où le bas blesse du côté du Paris Saint-Germain, c'est les latéraux et le milieu de terrain. Et que si on n'a pas un grand milieu de terrain du côté du Paris Saint-Germain, on ne peut pas espérer gagner. Mais tu peux aussi garder Verratti et lui mettre des milieux de terrain de la trempe de ce qu'était Thiago Motta et Matuidi autour de lui pour retrouver le Verratti c'est vrai aussi. Fort. Moi, c'est ce que je miserais davantage là-dessus. Tu as des noms à aller chercher. Pour moi, si on parlait des joueurs dont il faudrait se séparer à Paris, moi, honnêtement, j'ai pas envie spécialement de garder un Danilo Pereira. Honnêtement, un Herrera, j'ai pas envie de le retenir non plus. Après, donc Herrera, tu sors. Pereira, tu sors également. Danilo, tu sors. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés récemment. Mais oui, s'il y a des acheteurs, je les vends. Et je vais chercher des joueurs qui sont d'une trempe supérieure. Parce que, en fait, quand tu recrutes Herrera et Danilo, tu ne fais pas franchir un cap, pour moi, à ton milieu de terrain. Alors que si l'argent que tu as mis sur les deux, tu le réunis sur un seul joueur, tu peux aller chercher un joueur de plus grande qualité. S'il faut donner des noms, on peut aller... Alors, on a souvent parlé de Kanté à Paris. Pour moi, ce serait forcément une bonne idée. Ensuite, on a, par exemple, un Valverde au Real Madrid, qui, pour moi, c'est un joueur fantastique. On peut pas d'accord pour Valverde, je pense. Gundogan, City, par exemple. Voilà, on peut avoir un Wijnaldum de Liverpool aussi, qui t'apporterait ça. Et Paris a peut-être loupé le coche aussi à des moments. Quand il y avait Fabinho, De Jong qui était sur le marché, pour moi, Paris devait sauter sur ces occasions. Fabinho, le PSG a tenté et Fabinho a choisi d'aller à Liverpool. Le problème, c'est que Verratti, où est-ce que tu le fais jouer aujourd'hui? Moi, on l'a connu en poste de milieu relayeur, très bien. Il y a eu un nouveau coach qui l'a mis désormais en numéro 10. Moi, je le ferais jouer en relayeur. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'utilisation même de Verratti, ça fait depuis 2012 qu'il est au PSG ou 2013, 2012, ouais. On n'a toujours pas compris. Et il a même fait la majorité de ses matchs dans un milieu à 3. Non mais ça fonctionnait. Je suis d'accord. Et encore une fois, quand tu regardes ce qui est dit, alors peut-être parce que les Italiens sont vexés que le PSG l'ait chippé au moment où la Juve le voulait, mais en Italie, le cas Verratti est une énigme. Et si le cas Verratti en Italie est une énigme, je pars du principe que ça veut dire qu'il n'a pas complètement encore rempli ou rempli toutes les attentes en tout cas qu'on avait placées en lui. C'est un joueur central dans le projet du Paris Saint-Germain. Il n'a pas donné, satisfaction en tout cas sur ce qu'il apporte. Et encore une fois, il faut un énorme milieu de terrain du côté du Paris Saint-Germain. Même, si on doit monter une équipe titulaire... C'est pas assez lourd ça, Manu? Non, pour moi, c'est pas assez lourd. Alors, attention, c'est les deux satisfactions au milieu de terrain cette saison. Mais si on compare à City, au Real,
N'Golo Kanté, tout à l'heure, on en parlait du côté de Chelsea, c'est un petit peu, fragile. Gay, oui. Moi, j'aime beaucoup surtout ce qu'il montre sur notamment les quarts de finale et les huitièmes de finale. Oui, le MVP. On a mis Neymar, l'UEFA a mis Neymar, mais pour moi, le MVP, c'était lui. Exactement. Mais Paredes, je suis désolé, mais je n'en veux plus. Je n'en veux vraiment plus. Tu le sors, toi? Ah, mais je même sur ton banc. Comment? Sur ton banc, non? Mais même sur mon banc, Paredes est un joueur qui a une zone d'action de 10 mètres sur 10 mètres. Techniquement, qui est capable de passer à côté comme pas possible. En plus, qui dans le besoin de calme dont a besoin le PSG, il y a déjà bien assez de joueurs au sang chaud. On a vu Di Maria, on a vu Neymar, ce dont ils sont capables. Paredes, c'est un gars qui va énerver tout le monde. Je n'en veux plus au PSG. Et à la place, effectivement, il faut recruter un patron du milieu de terrain. Moi, effectivement, j'aime beaucoup Pogba à relancer, mais Kanté est encore un meilleur choix, même si je pense qu'il sera encore plus cher. Mais typiquement, il faut adjoindre à Gay un joueur techniquement grand. C'est pour ça que je pense à Pogba, qui vraiment mette de la solidité dans ton milieu de terrain. Dans le chat, on propose juste, je vous dis parce que ça va vous intéresser, il y a Tounsi98 qui dit un pack Aurier-Ndombele serait parfait. Aurier, je le prends, moi. Oh non. Ndombele, tu le prends pas? Ah, c'est marrant. Ndombele aussi, oui. C'était une question Aurier, dans la presse, je vais le remettre. C'est vrai que son premier passage, Aurier, au Paris Saint-Germain, est tellement génial que il faudra l'essayer une deuxième fois pour être sûr. Je vais le retrouver. C'était là. Il y avait des questions qui avaient été posées effectivement sur le flanc droit dans le quotidien L'équipe il y a 15 jours, 3 semaines. Et sur ce flanc droit, des noms ont été évoqués, et notamment effectivement le retour de Serge Aurier ou encore Bellerin. Alors moi je te dis, il faut pas prendre Bellerin. Hein. Pas de Bellerin, ok. Ah non, parce que je le vois jouer avec Arsenal et c'est pas fameux, hein, ça fait pas progresser. D'accord. Et Aurier? Non. Le problème, c'est que les Je te latéraux, laisse on a le tellement démonter après. Non, mais c'est pas une question de le démonter, mais c'est une question. Enfin, on connaît le passage d'Aurier du côté du Paris Saint-Germain. On va pas faire de l'ancien avec du neuf. Justement, ce que je demande, c'est de faire du neuf. Depuis tout à l'heure, c'est vrai que on a beaucoup de fantasmes. Moi, j'adorerais faire venir N'Golo Kanté du côté du Paris Saint-Germain, vraisemblablement pour diverses raisons qui dépassent d'ailleurs les questions du terrain même. C'est compliqué pour lui aujourd'hui de quitter Londres. C'est compliqué pour lui de revenir, ne serait-ce qu'en France et en région parisienne. Le truc, c'est que on a vu tout à l'heure les profils de Ruben Dias et de notamment Cancelo du côté de Manchester City. Pourquoi, quand on est supporter du Paris Saint-Germain ou suiveur du Paris Saint-Germain, tout de suite, il faut recruter un milieu, paf, c'est du clinquant. Casemiro, qui le connaissait avant qu'il arrive au Real Madrid? Oui, ça c'est clair. Mais le PSG a largement recruté ces joueurs-là. N'Golo Kanté, quand tu fais venir Danilo Pereira, t'es dans l'idée d'un truc. Tu prends Herrera, tu prends Paredes, tu prends Gay, tu prends que des joueurs en fait qui sont justement pas des titulaires. Un mec, tu vois, comment il s'appelle enfin, je veux dire, Danilo il vient de Porto, c'est pas super clinquant. Danilo il vient de Porto, mais c'est un garçon qui était plein de promesses. C'est un garçon qui était plein de promesses avant, qu'on avait présenté comme un taulier, etc. Moi j'aimerais qu'on aille chercher des nouveaux profils, des jeunes, des garçons un petit peu plus jeunes, des garçons qui sont faits différemment et pas tout de suite toujours du clinquant. C'est pas le clinquant. Le problème c'est mettre 60 millions. C'est pas le clinquant qui va faire gagner le Paris Saint-Germain. C'est le collectif et c'est une addition d'individualités qui vont faire progresser le Paris Saint-Germain. C'est pas en faisant venir Serge Aurier que le PSG va gagner. C'est pas quinquant. Sérieux. En fait, moi, pourquoi j'ai dit Serge Aurier parce que effectivement, déjà, moi, j'aime beaucoup ce joueur-là. Son état d'esprit a changé, je pense, à Tottenham, mais j'ose espérer. Mais ses performances en ce moment sont très très bonnes. En première ligue, sans doute. Rien que dernièrement, son dernier match avec Tottenham, où il lâche 2 passes décisives pour Kane en première ligue. Mais on voit la situation de Tottenham, Joseph. Non, mais voilà. Sérieux. Déjà, le niveau en ce moment m'intéresse, d'Aurier. Le prix m'intéresse. Maintenant, effectivement, c'est pas mon premier choix à droite. Moi, si je peux prendre Achraf Hakimi, je vais chercher Achraf Hakimi. Voilà. Mais Hakimi coûte 50 millions, donc c'est clinquant. Ouais, mais il faut claquer à un moment, il faut claquer de l'argent sur des défenseurs. Voilà, parce que Paris n'a pas beaucoup. Aurier a un bon rapport qualité. Je rejoins ce qu'on a dit tout à l'heure sur la stratégie de Manchester City. C'est-à-dire qu'ils n'ont pris que des bonzes entre 50 et 80, d'accord? Il faudra aussi accepter l'échec. À la moyenne, à 60, mais pour des défenseurs également. C'était le premier club, Guardiola, c'était son cheval de bataille, trouver ses 2 centraux. Il a mis 4 ans à prendre des mecs à 80 bars, avec des échecs et autres. Il y a du Laporte qui a plus trop sa place là, parce que Dias et Stones sont à date des mecs qui sont arrivés pour 80 plaques, effectivement, mais ça y est, il a trouvé, ça y est. Et puis ils ont aussi mis beaucoup d'argent sur des Mangala ou des Otamendi qui n'ont pas été des grandes satisfactions. Et est-ce que Paris est prêt à mettre 50 millions sur un défenseur et à se rendre compte au bout de temps que c'était pas le bon stratégie. Et donc là, ça me ramène à rebondir sur un axe dont on n'a pas encore parlé, Leonardo.
est-ce que, à date, Leonardo, pour vous, dans la construction et la dynamique du Paris Saint-Germain, est sur un bon axe, est en train et pas en train d'avoir quelques failles? On parlait de Thiago Pinto du côté de l'AS Roma avec son coup de maître, parce que à date, ça reste un coup de maître. On verra sportivement ce que ça donne avec José Mourinho. Mais est-ce que pour vous, il a pris du plomb, l'ami Leonardo? C'est dur de faire le procès aujourd'hui parce que depuis son retour, il y a eu la crise du Covid et on l'a vu, il a bricolé sur le marché des transferts. Il y a le prêt de Keane, il y a le prêt de Florenzi. On ne peut pas dire qu'il ait vraiment appliqué une réelle politique de recrutement depuis son retour au Paris Saint-Germain. On peut dire aussi que c'est lui qui a construit cet effectif, qui a fait passer aussi le Paris Saint-Germain dans une nouvelle ère. Moi, Verratti, Marquinhos, c'était lui aussi. C'était lui aussi complètement. Et c'est ce que je trouve intéressant quand même avec Leonardo. À un moment donné, prendre un directeur sportif, c'est acheter aussi un carnet d'adresses et un réseau. Je trouve que le réseau de Leonardo était intéressant quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Voyons l'été prochain si justement il a toujours de bonnes idées. Il faut aussi ne pas se limiter au seul carnet d'adresses de Leonardo. On sait qu'en Italie, il est très fort, mais t'es pas obligé de recruter forcément. Il a tout fait pour avoir 100% des décisions. Bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si certains ont quitté le Paris Saint-Germain ou autre, c'est un choix. C'est pas une critique, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on prend des hommes qui, en position manager, comme quand un coach en Angleterre veut être manager, il dirige à la fois la cellule de recrutement et le groupe sportif. Les pleins pouvoirs sont donnés à Leonardo par l'actionnaire principal. Le coach doit gérer avec la stratégie de Leonardo. Donc, selon moi, la prochaine balise, la prochaine fenêtre de mercato, elle sera décisive pour l'avenir de Leonardo à Paris. Non mais clairement, c'est sur ce mercato notamment qu'on va juger Leonardo. Il y a eu du bon, du moins bon. Sportivement, globalement, il reste sur une finale, une demi-finale. Après, dans la gestion des dossiers, moi personnellement, je n'ai pas du tout aimé la manière avec laquelle il a traité Thiago Silva et Edinson Cavani. Par contre, j'aime beaucoup la manière avec laquelle il gère les prolongations de Neymar et de Mbappé. Il ne leur donne pas tout ce qu'ils veulent. Quand Neymar, pendant l'intersaison, a dit « je pars » et a quasiment annoncé son départ au Barça, lui, il lui a clairement dit et il a montré la force du PSG de lui dire « bah non, en fait, tu as un contrat. Non, Neymar, il va rester ». Donc effectivement, c'est peut-être sur la suite que je vois, parce que pour le moment, il y a eu du bon et du moins bon, mais sportivement, il y a finale et demi-finale. Donc c'est quand même parlant. Le rôle aussi d'un directeur sportif, c'est l'autorité qu'il incarne. Et ça va être le deuxième plan. Il y a le recrutement qui sera fait, les choix qui seront faits au niveau de l'effectif cet été. Et il y a aussi à l'avenir, comment seront traités les cas Neymar. Est-ce que ça continuera avec la même réussite entre guillemets qu'il a eu jusqu'à présent? Certains peuvent voir de l'ironie, d'autres peuvent le voir au premier degré. Mais en tout cas, voilà, c'est là-dessus qu'on jugera. N'oublions pas quand même que c'est le seul qui a réellement occupé ce poste de directeur sportif au sein du Paris Saint-Germain. On a souvent mis des gens à ce poste-là, avec ce titre-là, mais qui n'avaient pas forcément les pouvoirs en effet que Leonardo avait. Donc il faut aussi se poser la question, c'est si un jour Leonardo doit partir, qui pourrait le remplacer dans cet organigramme-là avec des pouvoirs étendus comme il a. Dans le chat, en tout cas, on pense que c'est l'homme de la situation à 51% seulement, donc c'est très serré, il ne fait pas l'unanimité. Il est élu quand même. Charnière centrale, vous prenez? Vous changez? Je recrute Marc Kimpembe, vous faites quoi? En fait, je les garde, mais par contre, je recrute un défenseur central et un défenseur central de bon niveau, comme un des défenseurs centraux de l'Inter notamment. Et j'aime beaucoup Skriniar, j'aime beaucoup De Vrij. Voilà, c'est des. Tu veux pas leur prendre tout le monde à l'Inter? Non, mais moi, je les prends tous à l'Inter, mais notamment Skriniar. Ce sont des joueurs de très très haut niveau. Si Pochettino veut jouer à 3 et justement permettre à nos latéraux qui ne défendent pas, je dis no, voilà, de manière, je ne fais pas exprès, voilà. Non, voilà. Mais je reste objectif, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, à permettre à ces latéraux de moins défendre, je pense que recruter un gros défenseur central est intéressant. Une question intéressante, là, ou piste intéressante, de Viken himself, quand on parlait de la position de directeur sportif. On avait eu il y a quelques années le bruit Arsène Wenger. En position de grand manager de tout le sportif de Paris. Est-ce que c'était une bonne idée pour vous? Est-ce que ça peut être encore une idée? Est-ce que c'était une bonne idée? Niveau carnet d'adresse, là, c'est assez complet quand même. Wenger, il parle beaucoup de langues, il peut convaincre beaucoup de monde. C'est comme ça qu'il a convaincu pas mal de joueurs pour venir à Arsenal notamment. Après, t'as aussi l'ancienneté de Wenger qui fait qu'il va réussir à en convaincre d'autres, mais pour des plus jeunes, ça va peut-être pas du tout leur parler. Et du coup, il sera en position de peut-être pas en position de force. Alors après, est-ce que Leonardo, ça parle plus que Wenger? C'est pas sûr non plus pour la jeune génération. Je pense que Wenger, ça peut être une très bonne idée. Mais si on croit que le directeur sportif va faire
monts et merveilles simplement parce qu'il va avoir son carnet d'adresses. Je pense que ça va plus loin que ça. Leonardo, il a sûrement un super carnet d'adresses. Enfin, il l'a prouvé en Italie. Il a fait des super coups. Marquinhos, c'est génial. Tu le vois, il est là encore plusieurs années après et c'est le patron de ta défense et peut-être de ton club. Mais pour moi, il faut réussir à s'ouvrir et Wenger, ce serait la même chose. Wenger, il connaît très bien l'Angleterre, il connaît très bien l'Allemagne, mais il faudra qu'il soit capable aussi d'aller faire des coups en Espagne et en Italie où il connaît moins. Et c'est le problème avec chaque directeur sportif, pour moi, c'est que parfois, à un moment, tu te retrouves limité à ce qu'il connaît. N'oublions pas le travail, excuse-moi Alex, Vas-y, mais vas-y, n'oublions pas le travail aussi de structuration qu'a fait Leonardo. Avant, les joueurs, ils venaient s'entraîner le matin, ils rentraient chez eux, ils allaient manger, ils pouvaient passer du temps, etc. Et puis ils revenaient Désormais, ils ne mangent plus. Et après, l'après-midi, ils revenaient s'entraîner. Leonardo, il est arrivé, il a dit, mais attendez, c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans les grands clubs. On arrive en avance, on va se faire masser, on fait des échauffements, on va s'entraîner, on va se refaire masser, on va travailler dans des petits ateliers, etc. Et on revient et on reste l'après-midi, c'est-à-dire qu'on passe des journées au club. C'est comme ça que ça se passe dans les grands clubs. Leonardo a déjà insufflé ça. Je vois pas ce qu'Arsène Wenger pourrait apporter de plus dans le côté structuration autour du club. Après, tu l'as dit, surtout que Wenger, ça peut être un autre réseau. À Arsenal, on avait quand même le problème à la fin de Wenger qui arrivait à une fin de cycle et le Wenger révolutionnaire du début des années 2000, il n'était plus vraiment révolutionnaire quand il s'en va en 2017. Donc il y a aussi cet aspect-là. Il y a un moment, il a su faire bouger les choses et faire bouger les lignes quand il arrive à Arsenal et que les mecs mangent des sneakers entre les repas. Ouais. Aujourd'hui, c'est... Des bières surtout. Voilà. Aussi, ouais, les mardis soirs du côté de Londres. Mais là, voilà, à Paris, il n'y a pas ce genre de problème à gérer. Mais par exemple, pour Leonardo, on parlait des pistes tout à l'heure en tant qu'arrière droit. Moi, j'aime bien Ricardo Pereira qui joue à Leicester. Mais est-ce que Leonardo, il a cette piste-là en tête? Est-ce que lui, il va s'intéresser à la Première Ligue de cette façon? Ou est-ce qu'il va rester focalisé? On voit notamment avec le prêt de Florenzi, qui était peut-être bien pour dépanner et qui était fait un petit peu à l'arrache, entre guillemets. Il faut réussir à en sortir un moment. Je vous donne plusieurs noms là qui sont échangés sur le chat. Merci de nous envoyer tous ces petits messages. Et vous me dites oui ou non. Sec, ok. Boateng. Non. 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 Ok. Bonucci. Ouais. Oui. Ah oui. Chiellini. Oui. Mais est-ce qu'il y a un réel besoin à ce poste-là? Moi, c'est la vraie question. Hein. Il n'y avait pas les financiers, il y a le Covid. Aujourd'hui, moi, je vois des latéraux où il y a un énorme chantier. Moi, je vois un milieu où il y a un latéraux énorme et milieu. Mais tu fais pas une saison avec deux défenseurs centraux de... T'as Diallo, qui est quand même un défenseur d'un super niveau. Ake. Oui, aussi. Très bien, ouais. Non. C'est intéressant. Je rebondis là parce que c'est également une proposition. C'était dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Mo Salah. Ouais. Oui, là, oui. Viens, je viens te chercher, mon ami. Joseph, il va chercher à l'aéroport. Ah ouais, ça, vraiment. Sur la mobilette de Joseph derrière, et on y va tous les deux. Mon petit 50, je l'ai débridé, t'inquiète, on y sera dans pas longtemps. Problème ouais. Ça, ouais. Ah oui, bien sûr. Ça m'étonnerait beaucoup que Liverpool le vende au PSG. Lui a été l'un des seuls joueurs de Liverpool cette saison à commencer à évoquer des désirs de départ et à critiquer un petit peu, etc. Il a demandé beaucoup d'argent. Hein. Il y a ça aussi. Il a demandé le gros chéquier là. Et c'est pas forcément le joueur de Liverpool qui est le plus attaché à la ville et au club, je pense. Si on compare notamment à Mané et Firmino, le plus attaché à Klopp non plus et au collectif d'une manière générale. Donc s'il y en a un à aller chercher, c'est peut-être lui. Hein. Ndombele. Oui. Pourquoi pas? Ça peut être une solution, mais j'en ferai pas un titulaire en puissance. Ou qu'il est. Oui. Ah oui, vraiment. Vu l'état des latéraux, oui. Intéressant. Fabinho, vous le reprendriez aujourd'hui? Ouais, pour le coup. Ouais, aussi. Fabinho, vous reprenez. Il y a du monde. Hein. Si Ramos était sur le marché, vous prenez? Ah oui, bien sûr. Je suis pas sûr. Je pense qu'il est cher pour ce qu'il t'apporte. Ouais, complètement. Mais si tu le prends, tu vas le prendre à un prix forcément qui ne sera pas le. C'est bien d'avoir des mecs qui ont l'expérience aussi de la win. Et ça, c'est quelque chose qui sont. Sergio Ramos. Mais je suis pas sûr de le prendre. Quand t'as pris Buffon, ça peut passer. Comment tu fais une fois que t'as Marquinhos, Kipembe et Sergio Ramos? Il faut jouer à 3. Tu joues à 3. Donc tu t'adaptes à Sergio Ramos. Ah, surtout que quand tu as pris Buffon, c'était aussi l'aura, c'était l'expérience, etc. Ça t'a pas forcément fait passer un cap. Non, mais en plus, il est en fin de contrat, Sergio Ramos. Ça peut être hyper intéressant. Tu prends un taulier. Pareil avec Buffon, hein, mais. Non, mais c'était pas la même chose. Buffon, c'était pas le grand Buffon aujourd'hui. Sergio Ramos se blesse un peu cette saison, mais ça reste globalement un joueur d'un niveau absolument exceptionnel. En plus hacké que Ramos. Et puis ça veut dire que tu retires le brassard. Non, mais c'est pas possible, je peux pas entendre ça, Robin. Tu retires le brassard à Marquinhos en plus. Enfin, ça peut être des complexités aussi dans la vie du groupe. Ramos, il arrive et tu lui donnes pas le joueur de oui, bien évidemment, joueur de complément. Ramos, il va finir sa carrière à Séville. Il rentre à la maison tranquillos, il va se laisser pousser les cheveux et il va finir comme ça. But contre son camp demain contre Séville, c'est ça? Joseph, c'était bien. Ta première était très bonne. Jusque-là, ta première était très bonne. Mais c'était la dernière. On continuera à échanger sur le Paris Saint-Germain. Je voulais qu'on ait ensemble un mot également sur cette nouvelle, parce que c'est une belle nouvelle également. C'est Flo Thauvin
qui a donc décidé de quitter l'Olympique de Marseille et d'aller vivre libre de tout contrat. Une nouvelle aventure à 28 ans du côté des Tigres de Monterrey au Mexique et rejoindre ainsi Dédé Gignac, André-Pierre Gignac, avec un salaire énorme. C'est un gros coup également réalisé par Thauvin, 5 millions d'euros net. 5 millions d'euros net pendant 5 ans. Pour lui pendant 5 ans, plus 5 millions à la signature, puisqu'il est libre. C'est vraiment un gros pactole trouvé. Quelle a été votre première réaction là? Moi, ça me fait vibrer, moi. Moi aussi. J'ai été très enchanté de le voir et je pense qu'il y a un choix sportif aussi derrière. On parle beaucoup de l'argent depuis qu'il a signé du côté de Monterrey, mais je pense vraiment qu'il y a un choix sportif. Je pense qu'il y a un ras-le-bol aussi de la situation à l'Olympique de Marseille. Une fin de parcours quelque part. Et je pense vraiment que c'est un super choix. Et je pense que c'est autant qu'un choix sportif, c'est un choix de vie. Ouais. On a beaucoup parlé du fait qu'il rejoignait Gignac, notamment au Tigres. Voilà, les deux sont proches. Je pense que s'il n'y a pas Gignac, Thauvin il signe pas là-bas. Mais Gignac il lui a fait un peu de lobbying et puis il a vu aussi, il a l'exemple Gignac de voir comment ça a marché pour son pote, de voir la star qu'il est devenu là-bas, de voir que ça n'a pas empêché Gignac de jouer en équipe de France à l'Euro 2016 et de se dire finalement. Il était déjà au Mexique. Exactement, de se dire si je vais là-bas, en fait, le seul risque que je prends, c'est de kiffer et de revenir en équipe de France. Et puis n'oublions pas la Copa Libertadores, c'est quand même un challenge. Non, il la joue plus maintenant, il joue la CONCACAF Champions. Désolé, oui, c'est vrai, t'as raison. 9 trophées individuels pour Gignac depuis qu'il est arrivé au Mexique. Je trouve ça dommage. Non mais regarde Thauvin, je refaisais ces tablettes là, un seul trophée individuel, Coupe du Monde bien évidemment, un seul trophée individuel, c'était champion de Ligue 2 avec Bastia, en 2012. Ah mais il a signé à l'OM. Il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné sur le plan individuel en club. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un défi également, parce que c'est une énorme équipe, les Tigres, d'aller chercher aussi cette volonté de se remettre un défi personnel? Il a 28 ans. Est-ce que c'est un choix par défaut? Est-ce qu'il tire un trait sur sa carrière internationale? Il y a peut-être une partie de choix par défaut aussi, parce que je pense qu'en Europe, il n'avait pas. S'il avait eu le Real, il avait Milan vraisemblablement été attiré par de touche. Mais est-ce que réellement il y a une offre aujourd'hui pour Florian Thauvin? Il signe tôt. Il y a un truc, c'est qu'il signe tôt. Il est en fin de contrat cet été. On est début mai, on sait déjà où il va jouer. Il aurait peut-être pu jouer la montre, attendre un peu, mais j'ai l'impression qu'il avait envie de s'éviter ça. Parce que... RMC Sport a avancé 4 raisons de pourquoi il serait parti. Les critiques sur les réseaux sociaux, on sait que les joueurs de Marseille se font dézinguer. Les tensions dans le vestiaire, notamment l'embrouille avec Dimitri Payet. La mauvaise gestion de son cas par Jacques-Henri Hérault. On se souvient qu'il n'avait pas prolongé son contrat quand il était blessé. Et surtout un projet sportif insuffisant à ses yeux. C'est ça, oui, ça revient beaucoup ça d'ailleurs. Du coup, on est d'accord qu'il fait un peu malheureusement payer à l'OM l'ancienne gestion de son contrat, notamment de ne pas l'avoir prolongé après la Coupe du Monde 2018, alors qu'il avait fait une saison incroyable avant la Coupe du Monde. Et il aurait dû être prolongé et avoir un salaire quand même qui était plus intéressant et à hauteur notamment d'un Payet. Il prend pas 6 millions par an déjà à l'OM. Il prend pas autant que Payet. Et moi je trouvais ça pas normal. Maintenant je trouve ça dommage de le faire payer à cet OM qui a un nouveau contrat, de pas tenter le coup au moins une saison avec Georges Sampaoli, de prolonger. Ça fait longtemps qu'on le dit encore. Et potentiellement de ne pas partir libre aussi de l'OM. Et ça je trouve ça dommage de partir libre de l'OM, pour le projet. Est-ce que l'OM, du coup Joseph, l'OM est responsable aussi là? Mais pas cet OM là. C'est l'OM de Jacques-Henri Hérault. C'est un mec qui t'assure 32%, je crois, dans l'implication des buts de l'Olympique de Marseille, là, en Ligue 1 en tout cas, depuis qu'il est revenu à l'OM, après sa petite parenthèse du côté de la Première Ligue. C'est Monsieur But, c'est ton gars offensif sûr. Est-ce que Marseille n'a pas effectivement raté le coche, même aujourd'hui? C'est le joueur le plus impliqué dans les buts de Marseille sur la dernière décennie. Oui, mais qu'est-ce qu'il incarne à côté de ça? Parce que moi, j'entends, mais... Les Marseillais l'adorent. Les Marseillais l'adorent, mais est-ce que... Ce serait une vraie question à poser. Est-ce que les Marseillais sont vraiment touchés par le départ de Florent Thauvin Erwan, en tout cas, Erwan dans le récap disait que lui, il était content qu'il s'en aille et qu'il n'était pas tant attaché. Il incarne un peu les campagnes aussi catastrophiques de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Le seul point positif, ça a été cette campagne en Europa League. Est-ce qu'il incarne cette campagne en Europa League? Non, décisif quand même. C'est Payet. Oui, mais c'est Payet le joueur qui a marqué cette campagne en Europa League. C'est pas Thauvin, c'est Payet. Donc quelque part, alors c'est l'un des rares Marseillais à avoir marqué, je crois, plus de 20 buts sur une saison. C'est très rare sur les deux dernières décennies. Mais je pense qu'il a cette perception, entre guillemets, d'un très bon lieutenant, mais pas forcément d'un leader technique. Et peut-être que les supporters de Marseille sont, pour certains, contents de voir cette page se fermer aussi. Nico, tu es d'accord qu'en régie, il nous reste 3-4 minutes avant le break pour...
2,25, magnifique. Et puis restez avec nous, hein, le chat NBA, la libre antenne NBA, tout de suite avec toute l'équipe de First In pour votre dernière balise de ce samedi, avant de relancer demain ce stream sport. On se retrouvera, nous, à 20h30 pour la soirée viewing avec le Real Madrid face au FC Séville. Donc pour vous, bon coup. On résume, bon coup pour Thauvin. En plus, déjà, je trouve qu'on lui en demande beaucoup à l'OM. Hein. On lui aurait demandé quasiment de gagner une Coupe d'Europe pour le considérer comme un grand Marseillais. Moi, je pense qu'il va prendre un plaisir monstrueux là-bas. Les Tigres, ils ont une énorme ambition, ils ont beaucoup d'argent. Ils veulent un peu venir titiller le top 4 mexicain historique qui est avec l'América, Chivas, Cruz Azul et les Pumas. Ça n'avait pas marché pour Delors. Hein. Ça n'avait exactement. Je voulais en venir pour Jérémy Ménez. Mais Delors, on pensait vraiment qu'il avait le profil pour que ça cartonne là-bas, un peu à la Gignac. Finalement, ça a complètement raté. Donc pour Thauvin, c'est pas fait. C'est pas parce que tu arrives au Mexique que c'est les pieds en éventail. Plus la pression du salaire, parce que tout va être étalé. Hein. Et là-bas, c'est une vraie ville. Monterrey, c'est une vraie ville de foot. Le championnat mexicain, c'est pas le national, hein, loin de là. Donc il va falloir qu'il joue, il va falloir qu'il soit décisif, qu'il montre que c'est la star qu'on annonce. Donc c'est un vrai défi pour lui, mais je pense qu'il peut s'éclater là-bas. S'il se rate, il peut revenir. Il a que 28 ans quelque part. Il a fait Newcastle, hein. Ça n'a pas marché, il est revenu. Donc, et Delors aussi, ça n'a pas marché, il est revenu. On fait un dernier point sur le match de Liverpool avant de terminer. Tom. Ouais, c'est la 54e minute. Liverpool qui gagne toujours 1-0, ce qui fait qu'ils sont actuellement 6e. Ils ont un match en retard, donc ils reviennent à 6 points. Leicester qui est 4e et donc le premier qualifié en Ligue des Champions. On va refermer tranquillement ce Ruiz Club, les amis. Un petit tour en salle des machines pour aller saluer de nouveau Nico, Rémi, Alix, Thomas et Alex qui étaient avec nous. Merci les amigos. Merci d'avoir tenu une nouvelle fois cette émission. À tous les 4, merci. Merci Alex. Merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Envoyez vos messages toujours en continu sur le chat et via les réseaux sociaux. Demain, pas de revue de presse. Pas de revue de presse, ça recommence lundi, mais demain soir ici même, à partir de 20h30 pour la soirée viewing avec le match entre le Real Madrid et le FC Séville. Vous ne bougez pas, les copains de la NBA vous attendent pour la libre antenne avec cette fin de soirée, cette 4e balise de votre samedi, le stream sport. Merci à vous tous, profitez des vôtres, n'oubliez pas et restez avec nous.